Salut, c'est Aline et Cédric. De votre média LGBT préféré, Paint. Aurore et Marie-Clémence, c'est un peu l'histoire d'amour improbable entre deux mondes que tout oppose. Marie-Clémence grandit dans un milieu bourgeois très catholique, tandis qu'Aurore vient de la classe ouvrière. Aucune des deux ne s'attendait à un coup de foudre et 14 ans plus tard, les voici follement amoureuses et maman de 2 petites filles. Leur histoire d'amour est tellement incroyable qu'on dirait un scénario de film. Voici la love story de Aurore et Marie-Clémence. Bonne écoute. Salut Marie-Clémence, salut Aurore. Salut. Salut. Comment ça va? Très bien, on est trop contente d'être là. Très bien accueillis, petit gâteau, de l'eau, mais vraiment très très bien. Mais nous aussi, du coup, on est vraiment ravis et même honorés que vous soyez là toutes les deux, parce que franchement, on connaît plus ou moins déjà votre parcours. On a beaucoup vu Marie-Clémence dans les médias, sur son Instagram, qu'on vous invite tous et toutes à aller suivre d'ailleurs. Et vous verrez à la fin de l'interview, on en parlera encore plus en détail. Donc on va un peu rentrer dans le vif du sujet. On pose cette première question à tous nos couples, qui est du coup, si vous deviez écrire un livre sur votre histoire d'amour, quel en serait le titre? Oh, facile. L'impair. Eh ben, il existe déjà ce livre. Il s'appelle On ne choisit pas qui on aime. Je pense que ça. Moi, ce serait mon livre en tout cas. Et toi, ce serait quoi ton livre si tu étais en écrivain? Moi, je pense que je reprendrais l'histoire de Becky et Tom Sawyer. Ah, l'histoire d'amour entre Tom Sawyer et Becky. Ouais. Bon, voilà. Ça me correspond bien. C'est encore un peu dans l'enfance. Et si c'était un titre, si c'était Mais c'est pour parler de notre histoire d'amour. Hein. Mais je sais. Si c'était un titre, écoute, on en a tellement vu passer des titres, on en a tellement refusé, et on en a accepté un qui s'appelle On ne choisit pas qui on aime, et finalement ça colle bien à notre histoire. Il te convient? Parce que personnellement, j'aurais bien aimé tomber amoureuse d'une femme sur le papier lesbienne et pas hétérosexuelle, parce qu'à la base... Ne m'insulte pas. Non, c'était ça. Donc même de mon côté, c'est On ne choisit pas qui on aime. Trop chouette. Du coup, pour commencer le podcast, on va essayer de comprendre vos contextes respectifs pour voir d'où vous venez, où vous avez grandi et tout ça. Et après, on parlera de la rencontre. Ouais. Donc, je sais pas si peut-être tu veux commencer, Aurore. Alors, moi, je suis née dans les années 2000. Très bien. Non, je suis née en 79, je vais faire 45 ans, je suis de banlieue parisienne. J'ai été élevée par mes grands-parents, du début à la fin. Et on a déménagé dans le sud-ouest quand j'avais 12 ans. Mes grands-parents ouvriers, les deux. Donc on vivait dans une petite maison dans les Landes. Et rien de spécial. Collège, lycée. Plein de choses spéciales, mais dont tu ne sais pas parler. C'est-à-dire Vas-y, développe. Tu as été élevée par tes grands-parents, parce que tes parents ne pouvaient pas s'occuper de toi. Voilà, exactement. Parce que mon père était gentil, mais pas vraiment responsable. Pour lui, j'étais plus une petite sœur. Et ma mère, ça va mériter un livre. Donc, imaginez bien qu'il y a plein de choses à raconter. Ouais. Un peu jeune, elle m'a eu à 17 ans. Elle ne fréquentait pas les bonnes personnes. Donc, elle s'est retrouvée dans des situations un petit peu où elle ne pouvait pas élever d'enfants. Et voilà. Ouais, sa mère était dans le banditisme, donc c'était... tout de suite. C'était des grands mots. Aucun suspense. Est-ce que tu t'identifies comme étant lesbienne ou pas? Oui, alors c'est arrivé très tard. En fait, j'avais une petite difficulté quand j'étais au collège, c'est que je ressentais rien pour les garçons, mais je me disais, c'est pas grave, ça va arriver. Comme aimer le café, tu vois. Je me suis dit, c'est quand on grandit, on aime le café. Bon, j'aime toujours pas le café, en fait. Et non plus. Voilà. Et en fait, je me dirigeais vers les garçons que mes copines aimaient bien, mais je disais, moi, c'est pas quelque chose qui m'attirait. Enfin, je ressentais, il y avait rien, quoi, tu vois. Mais pas plus, enfin un peu plus, mais je pouvais pas l'identifier. Enfin, j'arrivais pas à m'imaginer quelque chose avec une fille non plus. C'était tout un flou artistique, hein, clairement. Et en fait, j'ai rencontré un gars lors d'une soirée. J'avais 18 ans. C'était Christophe. Et lui était ouvertement gay. Et en fait, bizarrement, je me suis rapprochée de lui alors que j'avais quelque chose contre les homosexuels. Tu vois, c'était plus jeune, j'avais la haine contre les homosexuels. Une homophobie intériorisée. Quoi. Ouais, c'était bizarre. Hein. Et en fait, c'est lui qui m'a fait comprendre que j'étais lesbienne. Donc, à 18 ans. Donc, tard, je trouve. Et donc, tu n'avais pas de lesbienne autour de toi en grandissant? Ah non. Et tu savais ce que c'était possible d'aimer des femmes? Oui. Ouais.
Et t'as fréquenté des Je vivais garçons à Dax, aussi. mais on avait la télé quand même. Non, mais à 18 ans, t'avais déjà eu des relations, mais plutôt avec des hommes. Oui, Tu t'es j'avais forcé été, quand même j'ai eu des à- relations, j'étais en couple, mais avec des garçons. Ouais. Et du coup, tu as pu en parler avec tes parents ou est-ce que c'est majoritairement avec tes grands-parents que tu as une relation et est-ce que tu as fait un coming out déjà? Parce qu'on rappelle que c'est pas obligatoire de faire un coming out, mais est-ce que tu en as fait un? Alors, je l'ai fait à ma grand-mère, hein, parce que mon grand-père, bon, il était... je sais pas, j'ai jamais réussi à lui dire. Il était mignon, hein, parce que plusieurs fois... Bon, déjà, il y avait que des femmes, des filles à la maison. Et à un moment, le matin au petit-déj, là, je descends. Et il me dit ma chérie, je voulais te poser une question. Oui, alors moi, j'étais en train d'ouvrir le placard, de chercher mes biscuits. J'étais de dos comme ça. Je sentais le truc arriver, quoi. Il fait... tu serais pas Gwyn, par hasard? Oh. Ah, Gwyn, carrément. Gwyn. Ah, Gwyn. Gwyn. Ah, Gwyn, ok, d'accord. Ah, Il n'aurait Gwyn. même pas bien prononcé, quoi. Gwyn. Alors du coup, non, j'étais pas Gwyn. tu vois. J'étais toujours de dos. Pas du tout, papy. Je suis pas Gwyn. Et ça s'est arrêté là. Ok. Et en fait, j'ai jamais eu, je sais pas si c'était le courage ou le besoin de lui en parler. Mais par contre, ma grand-mère le savait. Parce qu'en fait, j'étais en couple avec une nana dont c'était mon premier amour, très amoureuse. Et elle est partie avec un pote à nous. Et du coup, j'étais malheureuse. Ok, sympa. Et genre, j'étais enfermée dans ma chambre. Chagrin d'amour. Ouais, Vraiment. à fumer des clopes, boire du candiop et manger une barre de céréales par jour pour pas mourir, tu vois. Candiop. Et elle me disait, qu'est-ce qui se passe et tout. Et donc, je lui ai expliqué. Ah bon? Elle fait, et en fait, sa réaction, c'était, mais pourquoi tu me l'as pas dit plus tôt? Voilà. Mais elle, c'était quand même la team. Bon, t'as choisi d'être avec une femme, mais c'était pas méchant. Hein. C'était à l'occasion. Je sais plus pourquoi elle m'avait dit ça. Pour elle, c'était un choix. Ouais, c'était un choix. C'était bon, t'as choisi d'être avec une femme. Mais il y avait aucun reproche dedans. Je retrouve pas la phrase exacte, mais c'était un choix. Ouais. Et donc coming out à ma grand-mère. Donc c'était le plus difficile. Mon père, vraiment, il était aux fraises. Hein. C'est son anniversaire. Il aurait eu 68 ans aujourd'hui, d'ailleurs. Ouais. Et non, il n'y a pas eu besoin non plus d'en parler. Ça ne l'intéressait pas. De toute manière, je pense que même si je lui avais dit, il m'aurait fait « Ah, d'accord, t'es heureuse? Ouais, bon, c'est cool, bisous. » Voilà. Et ma mère, je lui ai dit quand j'avais 18 ans. Voilà. Une réaction de sa part, du coup, ou pas? Bon, non, c'est cool. T'es heureuse? Ouais, cool. Allez. Ok. Bah, elle n'est pas irréprochable ou elle n'est pas dans les pas dans les clous non plus, donc elle aurait été gonflée de me faire une remarque, hein, très clairement. Mais honnêtement, ça la dérangeait pas. Elle, il n'y avait pas de que vont penser les gens ou tout ça. Enfin, tu vois, c'était juste, ça la dérange pas. Elle a vécu dans un milieu quand même assez ouvert, hein, et non. Vraiment, aucun problème. On y reviendra par la suite, forcément, par rapport à votre couple. Mais aujourd'hui, t'es encore en contact avec ta mère et ça se passe bien avec ta mère? Ah ben, plus que jamais, ouais. En fait, ma mère, je ne l'ai pas vue mais en gros, je sais pas, 2 ans. Enfin, c'est flou, ça aussi. On sait pas à quel moment elle était là et pas là. Mais depuis mes 18 ans, ouais, je suis même partie vivre chez elle. Okay. Un petit peu quand je suis venue à Paris. Enfin, même beaucoup. Et oui, je l'ai retrouvée quand j'avais 18 ans et ça va crescendo. Hein, oui, t'as plus tes grands-parents. Tes grands-parents sont décédés, ton père aussi. Quasiment très rapidement, tous dans une courte période. Et du coup, il lui reste sa mère et sa sœur. Donc, mais bon, on la voit souvent. C'est pas parce que j'ai plus personne que je suis vers ma mère. Non, bien sûr. Non. Reste que ma mère, par la force des choses. Non, mais je veux dire, tout ça vous a rapproché aussi, encore plus que la famille soit plus réduite aujourd'hui. Tu vois, oui. C'est une super grand-mère pour nos filles. Ouais. Marie-Clémence, on va te demander donc de te présenter de la même façon, mais juste pour que tu saches aussi, je pense qu'on reviendra par la suite sur parce que tu disais que vous aviez la télé, tu vois, mais je trouve que c'est aussi intéressant parce que malgré qu'il y ait la télé, il n'y a pas non plus de visibilité, quoi. Mais on en reviendra tout à l'heure. Ouais. On en reviendra tout à l'heure. Pas du tout. Juste les personnages homosexuels, chez nous, c'était Thierry Leluron. Ouais, donc homme, en plus. Catherine Lara. Et je sais plus, il y avait qui à cette époque-là? Bah, les regarde pas eux, ils étaient pas nés. Attends, tu parles de quelles années là du coup? Les années Quelle décennie? Les années 80. Ok, bon ça va, on est arrivé juste après nous, t'inquiète. Après, t'as eu Hélène de Généresse à qui tu t'es un peu identifiée plus tard. Quoi. C'était
Bon, on en reviendra Ouais. tout à l'heure pour le Ouais. contexte. Du coup, pour toi, Marie-Clémence. Et ben, donc, vous avez eu un contexte avec Aurore, vous prenez l'opposé et c'est le mien. Voilà. C'est vraiment... C'est bien résumé. Le film La vie est un long fleuve tranquille avec les groseilles et les lequenois, c'est vraiment ça. Donc moi je viens d'une famille traditionnelle, catholique, ce qu'on appelle chez nous les bonnes familles, comme s'il y avait des mauvaises familles. Donc une famille avec un papa, une maman, des frères et sœurs, donc des parents qui se sont rencontrés très jeunes, se sont mariés tout de suite et ont eu 4 enfants avec une mère au foyer et un père cadre. Donc vraiment... Le dessin parfait de la jolie famille tradie. Et j'ai grandi, entre autres, à Avignon, où j'étais dans une école catholique avec des religieuses, un uniforme, la blouse par-dessus. J'étais au scoutisme les week-ends, on était dans les groupes de prière, on faisait la prière tous les soirs. Enfin, voilà, en fait, je vivais dans une sorte de bulle hyper équilibrée. C'est-à-dire que, en fait, c'est un monde qui est très critiqué pour des raisons très justes. Mais c'est aussi une enfance hyper équilibrée que j'ai eu la chance d'avoir, en fait. Jamais de cris à la maison, jamais de... Enfin, j'ai vécu vraiment l'opposé d'Aurore, quoi. J'ai pas vécu d'abandon, j'ai pas vécu de désamour, de... Voilà, tout était trop plat, d'ailleurs, hein, trop fluide, finalement. Et je vivais un peu, finalement... Enfin, je me rends compte aujourd'hui que je vivais un peu à l'écart de la société, alors que j'ai l'impression, moi, que le monde était comme ça. Alors que finalement non. Et quand j'ai déménagé d'Avignon à 10 ans, on est arrivé en région parisienne. Et là, j'ai découvert un peu le vrai monde. Et vraiment, l'arrivée au collège, elle a été hyper rude pour moi. Parce que j'étais dans un collège public et que moi, à part m'habiller en bleu marine et blanc avec une blouse, je ne savais pas être autrement. Et j'ai découvert l'adolescence, j'ai découvert les gros mots, j'ai découvert les ados qui se roulent des pelles. Enfin, j'ai trouvé ça hyper... Moi, on m'avait pas parlé de tout ça, en fait. On m'avait juste dit, un jour, tu vas rencontrer un homme et puis vous allez vous marier et avoir, par le Saint-Esprit, des enfants, quoi. Donc, j'ai découvert un peu tout ça et ça a été une première étape un peu difficile. Et heureusement que je suis passée par là, parce que je me dis toujours, mais si j'étais jamais sortie de cette école catho et de ce monde vraiment très fermé, je sais pas où je serais aujourd'hui. Peut-être pas sur ce podcast, justement. Voilà. Et voilà. Et donc, moi, sur mon orientation sexuelle, amoureuse, je me suis jamais posé la question, en fait. Pour moi, par défaut, j'allais forcément aimer un homme. Et la nuit, quand il y a des enfants qui peuvent rêver de licorne, de voler, etc., moi, je rêvais que j'étais mariée à un dentiste, qu'on avait 4 enfants et que j'étais la mère au foyer parfaite, qui fait le ménage, qui fait les petits repas, qui coud des vêtements. Enfin, j'étais ma mère, quoi. C'était vraiment mon rêve ultime, en fait. Je voulais faire tout. C'était ta grand-mère, même. Ma grand-mère était comme ça. Ma grand-mère était vraiment, vraiment comme ça. Oui, c'est un schéma qui se reproduit de mère en fille, quoi. Complètement. Et ma grand-mère, je l'idolâtrais complètement. Mais voilà, dans ma famille, on en est à un niveau où moi, je vous vois mes grands-parents. Ma mère vous voit ses propres parents, par exemple. Hein. Oh, waouh. Ouais. Mais alors moi, c'est normal, en fait. J'ai découvert très tardivement que c'était pas comme ça chez tout le monde. Mais aujourd'hui, je serais incapable. Moi, je les appelle par leur prénom. Ma mère, mes grands-parents. Oui. Ah oui, mais moi, Yvonne, viens ici. Ah oui, ok, ça c'est un autre. Oui, il y a aussi des personnes comme ça. Enfin, il y a aussi ce genre, ce schéma-là aussi. Oui. Ouais. Non, mais il y avait de tout, mais ça froissait pas si je disais Yvan, Yvonne. Oui, parce qu'il s'appelait Yvan et Yvonne. Fallait le faire. Toi, si tu dis ça à tes grands-parents. Et déjà la tutoyer, ma grand-mère. Enfin, ce serait un scandale. Oh, wow. Voilà, donc vraiment un milieu très très tradi, catho, conservateur. Et donc moi, j'avais aucune représentation sur l'homosexualité. Les rares fois où j'en entendais parler, c'était une fois par an au moment de... Alors à l'époque, c'était la Gay Pride. Et vraiment, je sentais, quand mes parents... j'ai cette image du dimanche soir, quand on regardait le JT et que je voyais ces hommes déguisés en bonne sœur ou déguisés qui s'embrassaient et tout. Je trouvais ça... Alors moi, je crois que je trouvais déjà ça assez fascinant et très beau. Mais je voyais mes parents qui étaient un peu... qui poussaient des soupirs, quoi. Mais on n'en parlait pas. Mais on parlait pas de sexualité de manière générale, en fait. On parlait pas de tout ça. Au début, ça te perturbait un petit peu de voir des hommes déguisés en bonne sœur à la Gay Pride. Je me souviens, la première Gay Pride, il y avait un petit côté religieux qui remontait. Oui. Et, c'était partagé entre c'est beau, c'est cool, c'est excitant et c'est péché. Ça touchait à quelque chose de sacré chez nous, quoi. Donc ça me dérangeait. Il y avait des anecdotes, tu entendais des commentaires qui disaient. Mes parents disaient rien parce que c'est vraiment des familles où tu ne dis rien. Tu sais, tu ne dis jamais de mal de personne, mais pour autant, tu as des comportements qui ne sont pas adaptés. Tu vois, c'est presque pire. Hein. Et par le silence, tu communiques aussi beaucoup. Le silence pour eux, c'est une critique, en fait. Complètement. Et sur après, c'est vraiment des gentils, quoi. De non, toute bien manière, sûr, ils laissent ils laissent vivre les gens. Oui, eux ont leurs convictions.
Oui. Et ils sont. Ils n'ont pas participé aux manifs pour tous. Mes parents non, et je pense qu'ils n'y seraient pas allés, mais je sais pas. Parce qu'à l'époque, j'étais avec Aurore, donc peut-être qu'ils ont fait ce choix en fonction de nous. Carrément. Mais non, mais ils ont été sollicités. oui, mais je sais pas s'ils y seraient allés si je... tu vois oui, ça, je sais pas. Non, c'est peut-être pas dans leur nature quand même. Par contre, j'ai 90% de ma famille, du reste de ma famille qui y était. Okay. Oui. Des fois, on se retrouvait dans sa famille à aller boire un petit apéro le soir parce qu'on était invités. Hein, on se pointait comme ça par hasard. Et derrière la porte, on voyait le drapeau rose roulé et mis derrière la porte. De la manif pour tous. De la manif pour tous. C'est incroyable, non? Et vous, coucou. Soit tu nous acceptes, soit nous invites pas. C'est pas nous qui avons décidé de venir boire un verre chez toi, tu vois. Vous êtes les amies lesbiennes, le couple lesbien qu'elles connaissent Quand et on dit qu'elles je suis adorent. pas homophobe, mais j'ai des amis C'était lesbiennes. ça. Et vraiment, ça, on l'entendait. Vraiment, on l'entendait. Donc voilà, du coup, sur les hommes, c'est la seule image que j'ai. Vraiment, j'ai une image à la télé de 2 hommes déguisés en bonne sœur qui s'embrassent. Et sur les femmes lesbiennes, en fait, mon père avait une cousine, a une cousine toujours, et c'était Chantal et Muriel. Et en fait, ils en parlaient tout le temps comme ça, comme 2 femmes. Et un jour, je dis à mon père, mais elles sont sœurs, Muriel, c'est aussi ta cousine. Il dit non, mais en fait, elles habitent ensemble. Et en fait, c'était toujours ça, elles habitent ensemble. Ok. Et en fait, un jour, j'ai vraiment posé, mais plus tard, à l'adolescence, j'ai posé la question à mon père qui m'a dit, tu sais, Chantal, elle a épousé quelqu'un, et puis. Genre, je sais plus, le mec lui a annoncé qu'il était impuissant le jour même. Enfin, vraiment, ça, l'histoire, elle s'est mariée très jeune, vierge, etc. Et du coup, elle s'est séparée. Enfin, avec cet homme, ils se sont séparés. Je crois même qu'ils ont fait une annulation de mariage. Du coup, elle a rencontré Muriel. C'est vraiment du coup. Donc, c'était par défaut. Elle est déçue. Elle est déçue. Donc, elle est avec Muriel. Bon, enfin, avec Muriel, je pense que ça fait 60 ans qu'elles sont ensemble. Elles sont toujours ensemble. Elles vont finir ensemble. Donc, on ne mettait pas de mots dessus. Voilà. Et c'était les seules représentations que j'avais. Et est-ce qu'aujourd'hui, tu t'identifies comme... Enfin, est-ce que tu as une étiquette, entre guillemets, donc pas que ce soit nécessaire, mais est-ce que tu t'identifies comme quelque chose ou tu préfères juste ne pas te mettre d'étiquette? Quand j'ai rencontré Aurore, le fait que ce soit une femme, pour moi, c'était vraiment un détail. Je me disais pas... en fait, tout le monde autour de moi me disait « Mais du coup, t'es lesbienne, mais t'es bisexuelle, t'es pansexuelle, qu'est-ce que t'es ?» Et j'étais « Je sais pas, j'aime Aurore, en fait. » Et le fait de mettre une étiquette, c'était comme me demander... de me projeter dans une éventuelle séparation avec Aurore et de voir vers qui je pourrais aller si j'étais célibataire. Okay. Donc en fait, je n'arrivais même pas à me projeter, et encore aujourd'hui. Alors, pendant très longtemps, j'ai dit que je ne voulais pas mettre de mots là-dessus, aussi parce que j'ai fait des thérapies, et qu'en allant voir la psy un jour, je lui ai dit, apparemment, tout le monde veut savoir ce que je suis, on pourrait peut-être en profiter pour en parler ici en séance. Elle m'a dit, mais on va pas passer des heures de thérapie à chercher des réponses pour les autres. Si vous n'avez pas besoin de mettre un mot dessus... on va pas... voilà. Donc elle m'a dit, foutez-vous la paix si vous n'avez pas besoin de réponses. Donc j'ai arrêté de chercher des réponses à ce moment-là. Et là, aujourd'hui, avec le recul, aussi parce que j'ai des engagements, etc., je comprends beaucoup plus l'importance de pouvoir me revendiquer comme lesbienne. Parce qu'en fait, je me dis aujourd'hui, si avec Aurore, on n'est plus ensemble, je pense que je pourrais plus jamais revenir avec un homme. Parce que Parce qu'il y a tellement... les femmes sont tellement plus en avance sur certains sujets. Un homme hétérosexuel et tout, je pense que je pourrais plus. Mais j'en sais rien, et je me dis surtout, j'ai pas besoin de le savoir. Mais si, je te l'ai déjà dit. Ah, mais on a déjà entendu. C'est pas la première fois qu'on l'entend, ça. Beaucoup de personnes ont... Je te l'ai déjà dit. Parce qu'Aurore, ça l'a perturbée au début. À un moment, quand elle me dit, mais non, toi, t'es pas lesbienne. Même toi, ça te gênait l'idée que je puisse être... Oui, je sais pas, je suis attirée par les nanas hétéros, moi. Oui, voilà, elle a toujours été avec des filles hétéros, donc désolée. Je fais mon coming out à Aurore. Sois sûre. Du coup, ça enchaîne bien sur comment vous êtes rencontrés. Ouais, on s'est rencontrés il y a 15 ans. Il y a 15 ans, moi, je devais trouver un stage. Je faisais des études dans la culture à Paris. Et je devais trouver un stage. Et je rentre dans une boîte qui s'occupe du public sur les émissions de télévision. Donc, il y a des agences qui font venir des gens dans le public pour qu'ils applaudissent, tout ça. C'est le bas de l'échelle audiovisuelle. Hein. Oui, c'est vrai. On n'était pas bien considérés. C'est le début de l'intermittence. Et donc, je rentre en stage dans cette boîte. Et en fait, Aurore, il travaillait déjà depuis peut-être un an, un truc comme ça. Voilà. Et on s'est rencontrés pour la première fois sur le plateau d'une émission de télé à l'époque qui s'appelait L'édition spéciale, qui était sur Canal+, en direct le midi, qui était présentée par Samuel Etienne. Et on s'est retrouvés pour la première fois au vestiaire, parce qu'on s'occupait du vestiaire des gens. Voilà. Et la première rencontre, elle a été... blasée, quoi. Ouais. Encore une stagiaire dont il faut s'occuper, former, vraiment... Oui, il n'y a pas eu de coup de foudre du tout, quoi. Mais, Et physiquement, il y a une première impression physique? Une petite rouquine. Donc
Donc non, au début, non, il n'y a pas eu de coup de foudre. Moi, j'étais hyper impressionnée. J'étais hyper impressionnée par Aurore parce qu'à l'époque, elle avait pas les cheveux d'aujourd'hui. Elle avait les cheveux très courts, blonds, peroxydés, et un regard assez plus dur. Enfin, tu jouais beaucoup plus sur les codes du genre, tu vois. T'avais un style plus masculin, etc. Enfin, elle m'intriguait beaucoup parce que c'était la première fois que je rencontrais un personnage comme ça. Alors, je suis pas en robe aujourd'hui non plus. Hein. Oui, non, mais t'as les cheveux longs déjà. Ça a bougé. J'ai les cheveux longs. Voilà. Un peu la vie d'Adèle, quoi. Vite fait. Toi, t'étais pas Adèle, du coup, t'étais l'autre. Bon, bref. Ouais. J'ai pas vu. T'as pas la ref. Elle a pas la... Non, j'ai mais je l'ai pas vu. Ok. Et du coup, donc vous vous côtoyez dans ce vestiaire. Ouais. C'est quoi votre relation à ce moment-là? À ce moment-là, c'est uniquement collègues dans une jeune boîte, enfin voilà, et on fait gentiment connaissance. Et en fait, dans les semaines qui suivent, on était quand même dans une boîte jeune, avec plein de personnes aussi qui étaient lesbiennes, gays. Enfin, c'est aussi le monde de la télé où. Oui, mais enfin, il y avait plus d'homos que d'hétéros. Oui, voilà, vraiment. Et très vite, on devient amis, en fait, avec tout le groupe de collègues. On est hyper proches. On sort le soir, tous les soirs après le boulot. On fait la fête, etc. Donc, une grosse ambiance de groupe. Et assez vite, moi, à ce moment-là, je suis en couple avec un garçon depuis 5 ans. Ah ouais, quand même. Voilà. Et je suis quasiment fiancée. Enfin, en fait, on va passer notre vie ensemble. Nos parents vont à l'église ensemble. Enfin, c'est vraiment le gendre idéal. Et je suis très amoureuse. Je le connais depuis le lycée, etc. Tu l'avais présenté à ta famille et tout? Complètement, oui. Ah oui, il était à toutes les réunions de famille et inversement. Enfin, voilà, c'était pour moi, il y avait que lui. Et j'étais très contente parce qu'en fait, tout ce que j'avais prévu était en train de se passer. Je rencontre un mec à 17 ans et on va passer notre vie ensemble. Donc, et il était super. Et t'avais projeté les enfants avec lui et tout, tout. Ah oui, pour moi, dans les 2-3 prochaines années, c'était sûr qu'on allait être parents, vivre ensemble. Il y avait un petit hic, c'est qu'il était artiste et pas dentiste. Oui, c'était juste ça, parce que je rêvais d'un dentiste. Lui, il était DJ, guitariste, etc. Donc déjà, j'ai l'impression de transgresser un petit peu. Je savais pas ce qui m'attendait après. Mais voilà, donc du coup, vraiment, quand je débarque dans cette boîte, Aurore et moi, on est vraiment, on s'entend bien, mais on n'a rien à faire ensemble. Moi, très vite, je comprends qu'elle est lesbienne, elle le dit ouvertement, tu parles de tes histoires d'amour, etc. Moi, elle comprend très vite que je suis en couple. Mes nombreuses conquêtes. Ouais. J'en ai eu 3. Voilà, et en fait, on commence à créer une relation. En fait, on devient quand même assez vite proche. Et je pense que Aurore, elle identifie la première. Enfin, tu étais la première à avoir identifié ce que tu ressentais, quoi. Ouais, enfin, je l'ai pas vu venir, quoi. C'est venu vraiment très progressivement, et c'est en parlant à une amie à moi où elle m'a dit, parce qu'en fait, moi, je venais pas de me faire larguer, mais ça faisait peut-être 1 an que. Oui, peut-être. Enfin, ouais, je sortais d'une relation où j'étais vraiment triste et malheureuse, et je errais comme ça. Et donc, c'est venu progressivement, ouais. Et en parlant donc, à mon amie, à la fin, elle me dit, mais t'es complètement amoureuse, en fait. Je dis, mais t'es dingue, c'est la stagiaire, elle a 10 ans de moins. Je fais, non, pas du tout, elle est catho, vraiment. Non, ça faisait trop pour moi, quoi. Hétéro, en couple depuis 5 ans, elle me dit, si, t'étais amoureuse. Et du coup, je suis revenue au bureau avec ça en tête, et elle avait raison, ouais. Et qu'est-ce que tu penses qu'il a fait dire que t'étais amoureuse? Je pourrais pas te dire exactement, vu que moi-même, enfin, tu vois, j'arrivais pas à l'analyser comme ça. C'est de la manière dont je parlais de Marie-Clémence. Juste tout ce que je racontais, le temps qu'on passait ensemble. Et j'imagine qu'elle, oui, c'est avec les mots que j'ai utilisés, puis elle me connaissait vraiment très bien aussi. C'était une amie qui me connaissait depuis que j'avais 10 ans. Tu vois, donc du coup, elle a vraiment vu mon aventure amoureuse, mes aventures amoureuses. Donc ça, c'était le déclic pour toi de comprendre que tu étais amoureuse de Marie-Clémence. Eh bien, sûrement, oui. Et toi, Marie-Clémence, tu as eu un déclic comme ça? Moi, ça a été aussi hyper progressif, en fait. Très vite. Et c'est là que ça tient, tu vois. De quoi? Pas les coups de foudre, c'est quand ça arrive progressivement. Ouais, c'est intéressant, c'est justement. On a eu de tout, nous. On a eu pas mal de après, progressif, oui, mais tout ça, ça se passe en quelques mois. C'est-à-dire que ça n'a pas mis des années. Et en fait, moi, je sens très vite, par exemple, que le matin, quand je m'habille, je pense à elle. Je veux m'habiller pour lui plaire. Elle n'est pas arrivée avec les mêmes tenues entre le début et. C'est-à-dire. Mais non, moi, la première fois que je la vois, j'étais pantalon large, des vieilles Converse, et je sais pas ce qu'il y avait en haut, quoi. Et on est passé à l'escarpin, jupe.
Ouais, j'avais elle envie est devenue plus femme, quoi, d'un coup. J'avais très très envie d'être ultra Femme. féminine. Féminine, pas femme, mais féminine. Séductrice, etc. Et puis après, c'est des trucs où du coup, vu qu'on bossait ensemble, on devait souvent échanger. Et quand mon téléphone vibrait et que c'était elle qui envoyait un texto, mon cœur Moi, je me levais à 6h du matin, je prenais un bain et tout. J'infusais, je me faisais toute... Et vous le sentiez physiquement sur vous, dans le ventre ou quoi? Ouais, moi je l'ai senti assez vite, mais je l'identifiais pas comme ça. En fait, très vite. On s'est touché le petit doigt. Ah oui, un restaurant. Ouais, premier contact physique. J'ai attrapé le petit doigt comme ça. C'est ridicule, mais tu vois, je l'ai encore en tête et je me souviens encore où c'était, avec qui on était. Ouais, c'était des petits contacts comme ça. Et puis elle était là. Tu vois, elle aurait pu faire. Elle a reçu. Elle a reçu. Elle a pas enlevé la main. Elle a dit la main, elle reste là. Elle a tenu les petits doigts comme ça. Ouais. Oui, il y avait de plus en plus de contacts comme ça. Après, moi, vraiment, je me disais pas, oh là là, je suis en train de tomber amoureuse de quelqu'un d'autre, je vais être infidèle ou quoi que ce soit. Je suis en couple, je suis très heureuse, etc. Mais en fait, au début, je pense qu'il y a un peu un jeu. C'est-à-dire, je me dis, un peu la Cato un peu émoustillée. Je me dis, oh là là, il y a une femme lesbienne. C'est la première fois que je rencontre une lesbienne. Je crois qu'elle m'aime bien. Je comprends assez vite que je lui plais. Et je pense qu'au début, je veux jouer un petit peu, ou je veux pousser un peu l'expérience, sans me rendre compte qu'en fait, à un moment, quand elle est pas là, ça me dérange. Quand on n'est pas ensemble, j'ai mal au bide. Enfin, en fait, j'ai envie d'être tout le temps avec elle. Donc, je me suis prise à mon propre piège, finalement. Et au bout d'un moment, on commence à passer donc nos journées ensemble parce qu'on bosse Je crois que c'est prise à mon propre jeu. Ou ouais, parce que je suis spécialiste pour foirer mes On t'a compris, t'inquiète. Je suis au pied de la tour, au pied du mur. Je suis sous le seau, au fond du seau. Voilà, c'est ma spécialité. Et en fait, on travaille ensemble et le soir, on est jeunes, voilà, on vient débarquer à Paris pour la plupart, on sort le soir. Et moi, par exemple, je sais pas, jusque-là, à 22h, j'étais rentrée chez moi, j'étais couchée, je travaillais quand même le lendemain, etc. Et Aurore me disait, mais... Alors que moi, j'avais repris une douche et j'étais prête pour repartir ville parisienne. Et en fait, Aurore me disait, mais reste, viens, on va boire des coups, viens, on va au restaurant et tout. Mais moi, je n'allais jamais au restaurant avec ma famille, on va pas au restaurant, on y va une fois par an, on va au flunch, quoi. C'est vraiment... Il n'y a pas de... Alors que nous, on n'avait pas de thunes, mais on savait se faire plaisir. Ouais. C'est ça. Et pas qu'au flunch. Et du coup, moi, ça me perturbe vachement parce qu'elle me dit, vas-y, reste, pousse plus loin, en fait, à chaque fois. Et du coup, je me retrouvais parfois à 3h du matin ou 4h du matin avec elle à errer dans Paris, à aller au pied de la Tour Eiffel. C'était notre passion, juste aller regarder la Tour Eiffel briller et marcher dans Paris. Et en fait, je me rends compte que la vie, elle peut être vécue dans l'instant T, en fait, et qu'il y a des choses incroyables qui se vivent là, au lieu de toujours me projeter à me dire bientôt le mariage, bientôt les enfants, faut que je me couche à 22h parce que demain je travaille. Chaque fois, je disais, mais tu te rends pas compte, mais demain on bosse. Elle faisait, alors, tu seras fatiguée. Enfin, c'est tout, en fait. Tu vas pas sauver des vies. Donc, demain, tu vas te réveiller, tu auras mal à la tête, tu seras fatiguée, ou au pire, t'appelles, tu dis que tu peux pas venir bosser. Et en fait, elle m'a ramenée dans l'instant T, et elle m'a appris à vivre la vie de manière vibrante, quoi. Vraiment, de déguster chaque seconde sans me préoccuper de la seconde d'après, quoi. Et ça, pour moi, ça a vraiment été la nouveauté quand j'ai rencontré Aurore. Donc, assez vite, on commence à passer non seulement nos journées ensemble, mais nos nuits ensemble. Moi, j'avais un rythme très calé avec mon petit ami. On se voyait un jour sur deux. Donc, vous viviez pas ensemble? Non, on vivait pas ensemble. Et là, ça aurait rajouté une difficulté. Ouais. Challenge. Je te cache pas que là, ça aurait été compliqué, quoi. Et en fait, vraiment, c'était une soirée, je la passais avec Aurore, une soirée, je la passais avec lui. Mais à ce moment-là, il s'était encore rien passé entre nous. C'est-à-dire que juste, on était ensemble tout le temps. Alors, avec quelques contacts physiques, se donner la main, se toucher, mais on s'était pas embrassés, etc. Vous dormiez côte à côte? Ouais. C'est-à-dire qu'on dormait côte à côte, on passait nos nuits à regarder des séries. Alors, ce qui est drôle, c'est qu'à l'époque, tu m'as fait découvrir The L Word, elle me faisait découvrir des séries comme ça que je connaissais pas du tout. J'étais là, waouh, mais c'est fascinant. Non, mais en même temps, c'était pas la vieille série, c'était la seule. C'était une des rares et c'était de l'actualité. On attendait la dernière saison. Enfin, tu vois, c'était. Oui. Et on mangeait des sushis à 3h du matin, on était comme ça, et puis voilà. Juste jeunes à Paris, quoi. Oui. Non, mais on n'était que toutes les deux, en fait. Et il se passait rien de spécial. Et en fait, petit à petit, un jour, il y a eu un... C'est tout spécial. L'amour était en train de naître et de... Waouh, c'est beau. Et finalement, on s'est embrassés une première fois. Voilà, un jour, il y a eu un baiser. À ta demande. À ma demande, ouais. En fait, j'avais très envie de l'embrasser. Et au début, je lui disais, parce qu'en fait, elle avait essayé de m'embrasser une première fois. Et je lui avais dit, non, mais pour moi, ça me perturbait beaucoup. Et après, je suis revenue vers elle. Je lui ai dit, non, mais c'est bon, je suis prête. On va s'embrasser une seule fois. J'ai très envie qu'on s'embrasse, mais on le fera une seule fois. Elle m'a dit, regarde, elle me fait, non, mais tu crois que tu vas m'embrasser une fois? Elle me fait, tu m'embrasses une fois, tu m'embrasses toute ta vie. En fait, ça va pas se passer
Alors, elle adore raconter cette phrase. Moi, je la déteste. Alors que c'est vrai. Je trouve ça hyper prétentieux. Tu l'as dit. J'ai dû te sortir ça pour t'impressionner, je sais pas. Enfin, je le referai pas, en tout cas. Ah. Et en fait, elle me dit toujours, ce sera spécial. En fait, elle me dit, tu peux pas te servir de ça et juste on s'embrasse comme ça, puis après tu disparais, quoi. Il faut que ce soit sérieux. Et donc un jour, on s'est embrassés de manière sérieuse. Et là, on a commencé une vraie relation cachée, en fait. C'est-à-dire que moi, alors toi, tes amis étaient au courant de ça, mais moi, mes amis, mes meilleures copines ne savaient pas. Je savais, enfin, et en fait, j'avais même pas envie d'en parler du tout. J'avais pas l'impression d'être infidèle. C'est ça qui est fou, alors que moi, vraiment, ça me rend dingue, l'infidélité, et je suis hyper intolérante là-dessus. Mais là, pas de problème, je suis moi-même infidèle, et c'est pas un sujet, parce que c'est une femme. C'est-à-dire que si ça avait été un homme, je pense que tout de suite, j'aurais dit, ok, waouh, il y a un gros problème. Là, c'était une femme, donc c'est comme si c'était quelque chose qui était tellement intime que ça ne concernait même pas mon copain, en fait. Et lui, il se posait aucune question, il savait que je passais énormément de temps avec elle, et voilà, et juste, il se disait, elle s'est trouvée une copine qui est lesbienne en plus, donc vraiment zéro risque, quoi. Et en fait, cette histoire, elle a commencé comme ça, et elle a duré quasiment 1 an. C'est fou à quel point le temps passe vite, en fait, où tu as l'impression que ça fait pas longtemps, que tu verras bien ce qui va se passer, et en fait, ça peut s'installer pendant une éternité, des histoires comme ça. Et ça s'est installé un peu pendant une éternité, et en fait, Aurore, pendant cette année, ne m'a jamais, mais jamais une seule fois dit, il faut que tu le quittes. Jamais une seule fois, elle me l'a même sous-entendu. J'ai un énorme cul et je suis hyper intelligente. Mais pourquoi tu m'as jamais demandé? Je sais manipuler. Pourquoi tu me l'as jamais demandé? Alors que d'autres demanderaient. Non, il fallait que ça vienne de toi. Il ne fallait pas que tu puisses me reprocher tu vois, d'avoir mis une quelconque pression ou de t'avoir orienté. Non. Donc, en fait, avec mon petit ami, ça se passait bien. Mais tout vient de toi, mais bon, là, ça commençait à traîner un petit peu. Ouais, oui. Les derniers mois, ça commençait à être compliqué. Et puis du coup, Aurore m'envoyait des pics où, par exemple, je sais pas, un soir, on était sortis avec des potes, etc. Et puis, elle fait un smack à une de ses copines. Moi, ça m'a rendue folle, mais je lui ai fait une énorme crise de jalousie. Je lui ai fait, mais attends, elle fait, mais c'est bon. Enfin, déjà, elle me dit que c'est sa pote et qu'ils peuvent se faire un smack comme ça en boîte la nuit, juste comme ça, tu vois. Et moi, j'étais vraiment pas contente. Et elle me dit, mais attends, juste, est-ce qu'on peut remettre les choses? T'es en couple, toi? Oui. Donc, ça veut dire que je suis célibataire, en fait. Oui, non, en fait. Et là, je me suis rendu compte qu'en fait, j'étais hyper prétentieuse, ou je sais pas. Enfin, j'avais un comportement qui n'était pas du tout ok, parce qu'en fait, j'allais exiger d'elle qu'elle soit exclusive, alors que moi, je l'étais pas, quoi. Et en fait, ça a traîné comme ça, mais vraiment à la fin, on sentait que c'était compliqué. Et en fait, à l'époque, dans ce groupe d'amis qu'on avait rencontré dans cette boîte, où on était toujours ensemble, il y avait un garçon qui s'appelait Silver, qui était vraiment notre meilleur copain, donc vraiment encore plus proche d'Aurore. On était tout le temps tous les trois. Donc on faisait nos soirées ensemble, etc. On était nos limites. On partait le soir et puis on savait pas ce qui allait se passer. Et, on se jugeait pas. On faisait des bêtises aussi. Ouais. C'était cool. C'était le pote nos limites. Ouais. Et en fait, Silver, il avait des troubles bipolaires, il était dépressif. C'est pour ça qu'on était de nos limites. Aussi. Il était dépressif, il avait addiction, alcool, drogue, etc. Et en fait, lui-même, d'ailleurs, ne savait pas qu'on était ensemble. Alors, souvent, il nous disait, disons, les filles, je suis avec vous, je sais. Et on était là, non, pas du tout. On voulait surtout pas officialiser les choses. Et en fait... Genre, on dormait dans son lit et lui sur le canapé. Ouais, oui. Mais il était vrai. Mais après, il était tout petit, il faisait 1m60, il passait partout. Et en fait, il a fait plusieurs tentatives de suicide. Enfin, tentatives, en tout cas, à chaque fois, il nous menaçait. Menaçait. Il disait, je veux mourir, etc. On était tout le temps là pour lui, tout ça. Et en fait, un jour, il nous a pas prévenus. Et là, cette fois-ci, il s'est vraiment suicidé. C'était en janvier 2010. Et ça a été un choc, évidemment, parce que c'est hyper violent. Même si c'est sa décision, c'est une mort hyper violente. Il avait même pas 30 ans. Voilà, et puis on l'aimait énormément. Il avait 30 ans. Il venait d'avoir 30 ans. Ah oui, il venait de fêter ses 30 ans. Voilà, et donc c'est un moment hyper violent. Et en fait, Silver, à l'époque, était en couple avec un mec depuis quelques mois, avec qui ça se passait bien, qu'on avait vu 3-4 fois, enfin voilà. Et en fait, ce mec-là, lui, n'avait jamais fait son coming out à qui que ce soit. On le savait, il nous avait dit, nous, enfin on l'avait vu en soirée, il nous dit, oh là, mais moi, personne ne sait dans ma famille, mes amis, personne ne sait. Ok. Et en fait, donc Silver meurt, donc nous, on prend contact avec lui tout de suite. Déjà, il a fallu lui annoncer, etc. Et puis envie de le consoler, de se consoler tous ensemble, quoi. Et en fait, il a coupé les ponts avec nous du jour au lendemain. Ce que je peux comprendre, parce qu'en fait, lui, il n'avait fait son coming out à personne. C'est-à-dire qu'il perd son petit ami. Enfin, c'est très, très proche. Et il ne peut pas en parler, quoi.
Il veut pas en parler parce qu'il a pas fait son coming out. Donc il était pas là aux obsèques, il était pas là toute la suite. Voilà. Oh, wow. Et en fait, moi, ça a été l'élément déclencheur, ce fameux switch dont on a besoin parfois dans la vie pour le coup d'accélérateur. Pour plusieurs raisons. Le décès de Silver, c'est déjà c'est un décès, donc un décès, c'est très brutal, surtout dans ces circonstances-là. C'est aussi un décès très jeune, donc du coup, moi, ça me ramène un truc où d'un coup, je me dis, waouh, attends, tu fais la maline depuis quelques mois, quelques années, tu viens quand même d'un milieu hyper privilégié, etc. Tu as quand même des gens qui, en fait, sont très malheureux ou malades, etc. Et en fait, la vie, elle peut s'arrêter maintenant. Hein. C'est-à-dire que tu vas pas forcément vivre jusqu'à 90 ans. Enfin, voilà, ça peut s'arrêter très brutalement. Là, c'était son choix, mais ça peut être aussi un accident, une maladie, etc. Et ensuite, moi, la troisième chose, je me suis dit, mais attends, mais si demain, je meurs, tout le monde va penser que je suis avec ce mec. Tout le monde va penser que... Enfin, Aurore n'existera pas, quoi. Et vraiment, l'idée que mes amis, que ma famille puissent ignorer son existence, enfin, pour moi, c'était... là, c'est devenu insupportable comme idée. Et ça a été vraiment le déclencheur, ce qui fait que dans les quelques jours qui ont suivi, peut-être une semaine après, il me semble qu'il y a eu les obsèques, et genre le surlendemain, j'étais avec Aurore. Et déjà, à ce moment-là, Silver meurt, j'ai passé un peu de temps avec mon petit ami, enfin, je l'ai vu une fois, mais j'avais pas envie d'être avec lui, j'avais pas envie d'être consolée par lui, j'avais qu'une envie, c'était d'être avec elle. Et un matin, je me souviens très bien, j'étais chez Aurore, elle se lève, elle va dans la cuisine préparer le petit-déj. Et là, alors que je lui en ai pas parlé, je me lève et en fait, je me suis dit, tu sais, à un moment, en fait, quelques semaines avant, j'avais eu un signe. Moi, j'étais à l'époque très croyante et Aurore venait de quitter mon appartement. Un matin, elle avait dormi à la maison, tout ça. Et là, je me mets à prier en me disant, allez, vas-y, c'est bon. Maintenant, il va falloir prendre une décision. Mon Dieu, s'il vous plaît, dites-moi... envoyez-moi un signe maintenant vers qui je dois aller, qui je dois choisir. Et vraiment, j'étais comme ça en train de prier, en train de regarder le plafond, prier de toutes mes forces. Et là, ça sonne à la porte. Aurore venait de partir depuis 5 minutes. Je me dis, oh, elle a oublié un truc. Je me lève, j'ouvre la porte. Et là, mon petit copain avec du jus d'orange et des croissants, le mec ne m'avait jamais fait ça en 5 ans. Genre, salut, surprise, il est 8h du mat. Et là, je me suis dit, bon, bah ok, le signe, c'est bon, j'ai compris. Le signe, c'est que je dois aller avec lui, quoi. Et voilà, arrêtez tout. Et en fait, ce signe-là que j'avais eu quelques semaines Tu vois avant... pourquoi je crois pas en Dieu. C'est pourri, quoi. C'est dangereux de croire en Dieu. Et en fait, je me suis dit, ok, ce jour-là, ce matin-là, je me suis dit, en fait, là, le bon Dieu, il vient quand même de m'enlever un de mes meilleurs amis. Il m'envoie des signes. En fait, je suis pas d'accord avec tout ça. Là, je suis pas d'accord avec ce qui se passe. Soit là, je fais le choix de me laisser porter sur ce chemin tout tracé et d'écouter tous ces signes et d'écouter la facilité, etc. Soit à un moment, en fait, je n'écoute pas les signes et je prends le pouvoir sur ma vie et je prends une décision. Moi, je décide pour ma vie que je ne veux pas la passer avec ce mec. Et j'ai pris mon téléphone, mais vraiment sans trop réfléchir. Je me suis élevée, je me souviens que j'étais assise sur le lit, j'ai attrapé mon téléphone, je l'ai appelé sans savoir ce que j'allais lui dire. Et en fait, je lui ai dit, je lui ai pas parlé d'Aurore, je lui ai dit, écoute, juste, je lui ai dit la vérité, je lui ai dit, je suis plus amoureuse, je t'aime, j'aime qui tu es. Enfin, jamais, pas une seule fois, on s'était engueulé. En 5 ans, enfin, c'était un mec, c'est sûrement encore un mec génial, mais juste, je suis plus amoureuse. Et lui, ça l'a soulagé aussi. Et il m'a dit, bah, ok, moi non plus, je suis plus amoureux. Enfin, Et en fait, on était 2 amis qui se disaient au revoir, quoi. Et la vérité surtout. Oui. Mais attends, pour comprendre, Ouais. ça c'était après le petit déjeuner, après la surprise? Parce qu'il non, en arrive fait, devant chez toi. Ah, c'était après, oui, c'était après le décès de Silver. Donc ça, c'était quelques semaines Ok. après. Pas le même jour. Enfin, c'était- Ah, c'est pas... non, ok, non, ok, non, ok, ouais, ok. Notre histoire, t'as tout mélangé. Ouais, non, mais c'est que T'as perdu tout le monde. je suis revenue en arrière. Mais effectivement, là, c'était quelques jours après le décès de Silver où vraiment Ok, j'ai ok. pris mon téléphone et là, je l'ai quitté. Et là, j'ai vraiment cette sensation, tu prends ta respiration et tu sais plus ce qui va se passer dans la seconde d'après. C'est-à-dire que t'as plus aucune sécurité autour de toi, tu fais un saut dans le vide, tu sais pas de quoi ton avenir va être fait. Et pour moi, parce qu'il y a des gens où c'est genre le kiff, c'est leur vie de pas savoir ce qui va se passer dans la journée. Moi, c'est l'angoisse la plus totale, quoi. Et je me souviens être arrivée dans la cuisine et Aurore qui était là en train de cuisiner, et je fais bon, bah, je l'ai quitté. Et elle m'a regardée genre, ok. Qu'est-ce que t'as pensé, toi, Aurore, sur ce moment? Je me souviens pas du tout. Ne me posez pas la question, je me souviens pas. C'est vrai? C'est un moment traumatique? Non, ça t'a rien? Non, revois je ce moment. déconne. Je revois absolument. Ah. Je revois ce moment et par contre, ce que j'ai eu dans la tête, je sais plus. Ah, je Je pense que j'étais. Ça a dû me perturber et me dire que ça y est, on avait passé le cap. Mm. Et je me souviens, c'est le soir même, on était à une soirée, non? Ouais. On en avait beaucoup parlé. C'est la veille, on en avait un petit peu parlé. Ah, c'était la veille. Oui, tu m'avais dit, tu sais, si un jour tu le quittes, enfin, si un jour tu te mets vraiment en couple avec moi, tu verras que personne ne sera jamais heureux pour toi, spontanément. Bah ouais, mais c'était vrai, parce qu'en fait, c'était Oui. la réalité pendant des années. Personne m'a jamais dit, oh trop bien, t'es avec une femme. Personne, Ouais. personne. J'ai plus jamais connu ça après, tu vois. Donc, Moi, ce que je comprends pas trop, c'est que tu dis que tu étais très religieuse encore à Ouais. cette époque. Est-ce que tu n'avais pas l'impression, désolé Aurore, mais de pécher en étant avec Aurore? non, parce que
Parce que j'avais vraiment cette sensation de ne rien faire de mal quand même, en fait. J'avais vraiment l'impression de baigner dans l'amour, quoi. Et je pense aussi qu'à ce moment-là, je commence déjà un petit peu à décrocher. Alors, je vais à l'église, toujours tous les dimanches. Je suis plus chez mes parents, mais je vais à la messe, etc. Je reste quand même très croyante, mais je me sens pas coupable de ce qui se passe. Okay. En fait, vraiment, encore une fois, le fait que ce soit une femme, etc., c'est un détail pour moi. En fait, le jour où je quitte mon copain, pour moi, la plus grosse épreuve, c'est de le quitter et de ne plus être en couple avec la même personne et de ne pas être et de dire à mes parents, j'ai échoué. Je ne serai pas avec une seule personne. Genre, tu rencontres une personne, c'est la bonne tout de suite. Parce que ça, c'est l'objectif. Chez mes parents, c'est ça qui s'est passé et c'est ça qu'on te dit partout. C'est en gros, tu dois te donner à une personne, t'expérimentes rien à côté. Et c'est une seule personne, une seule histoire d'amour pour toute ta vie. Et moi, c'était là l'échec. Et en fait, quand j'ai appelé ma mère et que je lui ai annoncé que j'étais plus avec lui, j'étais. Et ce qui est fou, c'est que je m'étais monté tout un truc. Et en fait, tout le monde m'a dit oui, on voyait bien que de toute façon, vous n'étiez pas fait l'un pour l'autre. Alors que moi, j'ai l'impression que j'avais brisé le cœur à tout le monde. Pas du tout. Tout le monde s'y attendait un peu, visiblement, sauf moi. Et voilà. Et en fait, là, on a fait vraiment ça a été une étape importante. Ce qui est drôle, c'est que du coup, on l'a annoncé à tous nos collègues, nos potes, etc. Tout le monde était là. Oui, bon, on le savait. Enfin, tu vois, genre, merci, on vous a posé 100 fois la question, vous avez nié pendant un an. Donc, en fait, c'était hyper fluide, c'était trop cool. Moi, je l'ai annoncé à mes copines, qui ont bien rigolé, enfin vraiment genre Elles sont cathos tes copines non pas trop, non et mais plus genre non mais toi Marie-Clémence, alors qu'on a toujours dit que du groupe c'est toi qui serais mariée avec des gosses, la première avec toujours le même mec et tout, tu cochais toutes les cases, genre grosse surprise mais un peu amusée, peut-être pas à prendre ça très au sérieux finalement quoi, et plutôt très surprise de savoir que pendant un an je leur avais caché cette affaire quoi. Et tes parents, comment ça s'est passé ? Mes parents, ça a été ça a été une grosse étape. Quelques mois après, en fait, j'ai eu très vite envie de leur dire parce que déjà, moi, en fait, ça faisait déjà plus d'un an qu'on était ensemble, donc c'est pas comme si c'était une histoire toute récente dont j'avais pas envie. Moi, j'avais pas hâte. T'avais pas hâte, non ? T'avais pas hâte de rencontrer ses parents ? T'avais peur ? Bah oui. Parce que t'allais les présenter direct ou non ? Bah oui. Non. Bien sûr. Tu crois qu'on s'est rencontrés. Ton père, tu me l'as amené une fois en bas de l'immeuble pour qu'on achetait un appartement. Donc, Oui, mais je leur avais j'ai d'abord annoncé qu'on était ensemble et ensuite tu les as rencontrés. Le même jour. Et le ciel leur est pas tombé sur la tête, littéralement. Peut-être parlons de l'annonce d'abord. Alors l'annonce, j'étais chez mes parents avec toute ma famille et en fait, je sais pas pourquoi à un moment on parle d'homosexualité à table. Je ne sais pas, alors qu'on parle jamais de ce sujet-là. Il y a peut-être un truc dans l'actu ou un truc comme ça. On était qu'en 2010. Et dans ma tête, vraiment, tu sais, ces moments où tu comptes, tu fais à 10, je le dis. Allez, 1, 2, 3, et puis tu n'y arrives pas, tu recomptes. Et en fait, j'y arrivais pas. Et je pense que mon père a senti qu'il y avait quelque chose qui allait pas ce soir-là à table. Et on sort de table, on était tous les deux dehors dans la nuit en train de fumer. Et là, encore une fois, c'est ces moments où, comme le moment où je l'ai quitté mon copain, en fait, je me suis retournée vers lui. Je me suis dit, tu sais, ça sort. Tu ne réfléchis pas de la manière. Et donc, je lui ai dit, tu sais, papa, Aurore, cette fille dont je vous parle beaucoup, cette collègue qui est aussi une amie, en fait, on n'est pas juste. Je dis, on n'est pas juste amis, on est plus que ça, on est amoureuse. Et mon père, qui a inspiré, il fume la pipe, là, tranquille, qui a fumé, qui me l'a laissé dans le silence pendant quelques secondes, un peu trop longues. Et puis, il m'a dit. Tu sais, il y a ce qu'on veut pour notre enfant. Notre enfant, on projette des choses sur lui, on l'éduque, on lui donne une religion, etc. Puis, est-ce que notre enfant est vraiment ? Et nous, en tant que parents, notre amour, il est inconditionnel. Donc, en fait, c'est pas parce que tu n'es pas celle qu'on voulait que tu sois qu'on ne t'aime pas, qu'on ne t'aime plus. On t'aime, point. Et en fait, il a eu exactement la meilleure réaction qu'il fallait avoir. La réaction dont un enfant a besoin, c'est juste je t'aime, point. Ça s'arrête là. Donc ça m'a fait beaucoup de bien. Après, j'ai vu que lui, il avait comme monté un rempart, en fait, un peu, pour me protéger de toutes ses peurs. De tout ce qui, c'est-à-dire qu'il m'a pas dit tout ce qu'il pensait. Il m'a pas vraiment dit le fond de sa pensée, je pense, ce jour-là. Alors que lui, il m'a quand même juste dit, tu sais, t'imagines, enfin, tu te rends compte du choix que tu fais, c'est-à-dire qu'il va falloir que tu renonces à ton désir d'être mère, etc. Et moi, je lui disais, mais, j'ai rien dit sur le moment. On parlait même pas de PMA, on parlait pas de mariage en France. Je savais déjà dans ma tête que je passerais pas à côté de tout ça, quoi. Et en fait, à ce moment-là, je me retourne et il y a ma mère qui j'avais pas vue, qui était dans l'entrebâillement de la porte, qui avait tout écouté. Et elle, par contre, elle était tétanisée. Elle était tétanisée, exactement, en état de choc, genre figée, en train de pleurer. Et elle par contre, elle a vrillé complètement. Elle m'a dit, mais pourquoi tu fais ce choix-là ? Elle, c'était un choix. Elle me dit, quel est l'intérêt pour toi aujourd'hui d'être homosexuel ? Enfin, voilà. Elle me dit, je suis ta mère, je sais que tu n'es pas lesbienne. Enfin, elle n'employait même pas le mot lesbienne. Je sais que tu n'es pas homosexuelle parce que tu as été avec des garçons et je te connais mieux que tu ne te connais, etc. C'est mon instinct, c'est moi en tant que mère, je le sais. Tu te rends compte que tu vas vivre en marge de la société toute ta vie, tu te rends compte que tu vas être insultée, tu te rends compte que toute la famille va nous tomber dessus. Enfin, voilà, c'est contre nature. Enfin, voilà. Et elle, c'était un choix que je faisais ce jour-là et elle était en colère contre ce choix que je faisais. Et mes arguments en lui disant, mais tu sais, c'est que de l'amour et puis je fais de mal à personne, on est amoureuse, tout va bien, ça, elle ne l'entendait pas du tout. Donc ça a été un moment très, très violent parce que ça a été une rupture.
aussi parce qu'elle avait à l'époque des parents très, très, très conservateurs et clairement homophobes, racistes, etc. Donc, elle s'est dit, OK, en fait, toute la famille va me tomber dessus, ça va être horrible, on va me dire que j'ai tout foiré. C'est ce qu'ils lui ont dit peu de temps après. Donc ça a été violent et en fait dans les mois qui ont suivi c'était des discussions hyper difficiles au téléphone. Je pense qu'il n'y a rien de pire que pour un enfant que de voir un de ses parents pleurer à cause de lui. Moi, ma mère, dès que je l'appelais, elle pleurait au téléphone, elle pleurait. Elle dormait pas, elle était dépressive à cause de moi, tout ça c'est à cause de toi, tout ça c'est parce que tu sais ce qui se passe en ce moment. Et pour moi c'était affreux quoi. Donc ça a duré très longtemps comme ça. Et en fait à un moment je me suis dit bon ok, quel est mon meilleur... comment est-ce que je peux les faire évoluer sur ce sujet, comment est-ce qu'ils peuvent sortir des grandes théories qu'ils ont, de leurs opinions religieuses, etc. C'est peut-être de les faire rencontrer Aurore. Je me suis dit, il faut qu'ils rentrent dans le concret, en fait. Vous avez une image complètement préconçue. Alors, ma mère, elle avait une image hyper stéréotypée. C'est-à-dire que quand je lui avais parlé d'Aurore, je lui avais parlé d'une Aurore avec des cheveux courts, blonds, peroxydés, donc des coiffures qui n'avaient pas... Josie Balasco. Ouais, voilà, mais c'est ça, Josiane Balasco. 8 ans de plus que moi, lesbienne qui vient d'un milieu ouvrier, enfin voilà, donc elle s'est vraiment imaginé, c'est ça, gazon maudit quoi. Et Aurore aussi avait vachement de préjugés forcément du coup sur ma famille en imaginant, je sais pas, une petite bourgeoise coincée, hyper dure pour ma mère quoi. Et en fait, j'ai forcé la rencontre à un moment en disant à mes parents, j'existe pas à moitié, si vous voulez continuer à me voir, vous me verrez avec Aurore. Et un jour, ils ont cédé, donc c'est quand même bizarre d'en arriver à faire du chantage avec ses parents. Et ils ont rencontré Aurore, et pour ma mère et Aurore, ça a été un moment... moi, j'ai assisté à ça au moment de la bise, toutes les deux, et c'était hyper beau, parce qu'en fait, l'une et l'autre, elles ont déconstruit tout ce qu'elles avaient... elles ont mis leurs stéréotypes, leurs biais cognitifs de côté, et elles se sont connectées à la personne qu'elles avaient en face d'elles, quoi. Ah déjà, je suis plus grande qu'elle, donc je me sentais en position de force. C'est ce qui m'a aidée. Et c'était quoi ta première impression du coup de la maman de Marie-Clémence ? C'est exactement ça, une petite dame, enfin elle n'est pas petite, hein, mais une petite femme douce, gentille, qui était certainement encore plus intimidée que moi je pouvais l'être. Et voilà, bonjour Aurore. Tu vois, elle me voulait pas de mal, quoi. Elle voulait juste qu'on apprenne à se connaître, quoi. Ouais, et Aurore et ma mère, je pense qu'en voyant Aurore, elle a vu qu'en fait Aurore était hyper sympa, joviale, attentionnée, etc. Et très vite, en fait, elles se sont super bien entendues. J'avais mis le paquet aussi, hein. Oui, tu donnais tout. C'est-à-dire, ah oui, tu t'adaptais un peu, quoi. Tout donné. Voilà, et en fait, ça s'est super bien passé. Donc ça a vraiment, je pense, c'était un tournant. Après, dans les mois et années qui ont suivi, ce qui était compliqué, c'est qu'en fait, ma mère disait, elle me disait, tu sais, Aurore, je la considère comme un membre de la famille à part entière, etc. Enfin, vraiment, elle s'adorait. Je sais pas, elle faisait des jeux de société ensemble, de la cuisine ensemble. Enfin, c'était parfait, quoi. Et en même temps, elle me disait, mais pour moi, vous n'êtes pas en couple. C'était la notion de couple qui était très compliquée pour elle. Et pour l'anecdote, c'est que chez mes parents, donc c'est une très, très grosse maison bourgeoise en Bourgogne, tout ça. Et en fait, chaque enfant a sa chambre. Et dans toutes les chambres, tu avais un lit double. Et chacun de mes frères et sœurs dormait avec son mec, sa meuf, sans problème. Même s'il fallait quand même que l'histoire soit un peu installée, voir qu'il y ait des fiançailles pour que mes parents soient d'accord. Aurore et moi, on a eu 2 lits séparés jusqu'à après la naissance de notre fille, quoi. C'est au moment de la naissance de Charlie, je crois qu'on a eu un lit double. Et quand on arrivait dans la chambre, ils étaient vraiment séparés. Vraiment, c'était la avec une table de chevet au milieu, quoi. Donc à chaque fois, on recollait les lits comme des ados, tu sais, qui veulent dormir ensemble. Puis on revenait la fois d'après, ils étaient redécollés. Et en fait, c'est hyper symbolique. C'est pour eux, on n'était pas en couple. Voilà. Et comment ça se passe dans les... pardon. Je veux dire, vous étiez quoi pour eux, du coup ? Pour eux, c'est comme des très très bonnes amies, quoi. En fait, c'est toujours ce qu'on dit d'ailleurs dans ces familles-là des lesbiennes. C'est genre, elles vivent ensemble, c'est des très bonnes amies. On dit beaucoup votre amie, tu vois. On va pas dire ta femme, ta compagne. Mais vous vous embrassiez devant eux ou pas ? Non. Non. Ah, il y a peut-être un peu de ça aussi, je sais pas. Oui, en fait, parce que moi, je me disais, oh là là, attendez. En fait, pour moi, c'était déjà un exploit que ma mère ne pleure plus. Puis après, c'était un exploit que Aurore puisse être là et que je puisse venir avec elle. Si tu veux, j'avais tellement peur tout le temps de tout casser par un baiser. Enfin, quand des fois, on faisait des allusions à notre vie de couple, tout s'effondrait. C'est-à-dire qu'à un moment, on a décidé de se paxer parce qu'on voulait acheter un appart. J'ai appelé ma mère pour lui dire que je me paxais. Mais elle a fondu en larmes. C'était une catastrophe pour elle, quoi. Et surtout que, donc, est-ce que vous êtes mariés ? Est-ce que vous êtes mariés ? Oui, on est mariés. Alors, on s'est d'abord paxé parce qu'on voulait acheter un appart et que, voilà. Donc, d'abord, on s'est paxé. Puis le mariage n'était pas encore possible. Et je me suis dit, ça va suffire. Et du coup, le mariage n'était pas... Oui, on était avant 2013, ouais. Donc il n'y avait pas possibilité de mariage. Non. Ensuite, il y a eu la période des manifs pour tous qui a été hyper violente pour moi parce qu'en fait, tu sais, à l'époque, il y avait quasiment que Facebook, mais tu ouvrais Facebook et j'avais tous mes cousins qui faisaient des selfies en rose et bleu avec leurs gosses dans la manif. Waouh, c'était dur, quoi, parce que
En fait, moi, je viens de ce monde-là et je sais que leur famille n'est pas parfaite. Je sais que c'est faux, tout ça. Ce sont des apparences, en fait. Elles sont pas pires que les autres. En fait, c'est juste des familles comme les autres. Il y a des enfants malheureux, des enfants battus, il y a de l'inceste, il y a des séparations, il y a de l'amour aussi. Mais c'est pas des familles qui sont au-dessus de tout. Et c'est ça, eux, l'image qu'ils donnaient. C'est un peu, nous, on sait faire. Nous, on sait ce que c'est que une bonne famille. Vous ne savez pas, vous êtes incapable d'élever des enfants. Et pour moi, c'était hyper dur. Parce que justement, à la fois, on était invités avec Aurore à des mariages de mes cousins. Donc déjà des moments pas cool, c'est où genre t'en as qui serraient la main à Aurore parce qu'elle était habillée en tailleur, tu vois. Ah ouais. Parce qu'ils pensaient que t'étais un homme ou... Ouais, je pense que ou parce que t'es pas une femme traditionnelle ou t'es lesbienne, donc du coup pas la bise quoi. Ouais, non, c'est ça, c'est tu veux jouer le bonhomme dans le couple, on va te serrer la main. On a reçu une fois monsieur et madame Bordeniquez. Ouais, par courrier quand on recevait un cousin. Il sait très bien qu'il n'y a pas de monsieur et madame. Oui. Tu vois. Ouais. Non, mais c'est malveillant, vous pensez, ou c'est juste ignorant? Non, c'est malveillant. Ah, donc vous avez vu beaucoup de malveillance dans tout cet entourage, du coup. Ouais. On peut même pas parler de maladresse, c'était volontaire, quoi. Tu vois, c'était. Et comment vous le viviez, vous, personnellement? Crétin. Enfin, vraiment, Oui, toi, en fait, toi, tu donnais pas d'importance à ces gens-là parce que t'avais pas d'affect avec eux. Moi, je le vivais, ça m'énervait, mais ça me blessait parce qu'en fait, c'est des gens que j'aime au départ et c'est des gens que je respecte, c'est ma famille, et puis c'est la famille, un truc un peu intouchable. Donc j'étais hyper blessée par ce qui se passait. Et ça a remis en cause ta foi ou pas? Ma foi, oui. Alors au moment des manifs, ça a été là qu'il y a eu une rupture. C'est que un jour, je continue d'aller à la messe de manière très, très régulière. Et un jour, j'étais à l'église et on me donne à la sortie. Déjà, les prêtres faisaient de plus en plus d'homélies sur ce sujet-là. J'étais là, mais ça n'a pas sa place, genre foutez-nous la paix, quoi. Et à la fin, on me remettait des tracts pour genre rendez-vous demain pour prendre le car tous ensemble pour aller manifester dans telle ville et tout. Et à un moment, je me suis dit, mais sois aligné avec toi-même, en fait. Tu peux pas te pointer là tous les dimanches, tout sourire, et puis à la fin, rentrer chez toi, retrouver ta meuf, en fait. Enfin, c'est pas possible. Donc du coup, à un moment, je me suis dit, ok, vous savez quoi, vous êtes bêtes, vous êtes méchants, j'arrête de venir. Voilà, je veux plus faire partie de tout ça. Tout en me considérant à l'époque encore comme chrétienne, etc. Mais juste l'institution, l'église et les gens qu'il y a dedans, je n'appartiens plus à ça. Et ça a été une grosse étape pour moi. Et donc les manifs, en plus, ça a duré, ça a été hyper violent, donc rude, mais on a gagné. On a pu... le jour où François Hollande est passé, c'était le premier réflexe avec tous nos potes, c'était « Ah putain, mais enfin, ça y est, on va pouvoir se marier !» Tout le monde disait « Ok, tout le monde espérait que ce soit lui qui gagne, parce que tout le monde disait « On va aller au mariage de Marie-Clémence et Aurore, quoi. » Et on s'est mariés en juin 2015. C'était une grosse annonce aussi à mes parents, encore une étape. Tes parents, ils sont en sueur là. Non, mais ils en pouvaient plus, c'était crescendo. Ils ne se sont pas réjouis comme pour les autres mariages, bizarrement. C'est ça, mes frères et sœurs, dès qu'ils annonçaient un mariage, c'était des larmes de joie, et puis des mariages. C'était des larmes tout court, sa mère est partie dans la cuisine. Et ma mère, elle me dit, mais pourquoi vous voulez vous marier? Et en fait, je trouvais ça hyper dur comme question. Je disais, mais en fait, pour la même raison que tu as épousé papa il y a 30 ans, en fait, pourquoi moi tu me poses la question? Oui, mais le pacte, ça vous suffit pas. Pourquoi le mariage? Mais je vais pas aller dans ton église, je vais rien te voler en fait. Laisse-moi juste me marier, j'ai envie de ça. Et elle ne comprenait pas. Donc les premiers mois de préparation de mariage ont été hyper difficiles parce que dans les bonnes familles, ce sont les parents qui organisent, ce sont les parents qui... même, tu vois, par exemple, sur les faire-part de mariage, c'est monsieur et madame untel, et monsieur et madame untel ont le plaisir de vous annoncer le mariage de leurs enfants avec les noms. Et ce sont les parents qui invitent, les parents qui reçoivent. C'est-à-dire qu'il est écrit « Madame et madame ont le plaisir de vous convier au repas post-mariage ». Ça, c'est comme ça que ça se fait. Moi, je me suis toujours dit que j'aurais ça. Alors qu'en fait, c'est un peu naze, complètement. Mais c'était, pour moi, j'aurais ça. Et je me souviens très bien du jour où on travaillait sur nos faire-part avec Aurore. Dans ma tête, je me suis dit, je vais avoir ça. Et j'ai appelé mes parents. Et mon père m'a dit, non, on veut pas ça, en fait. On veut pas cette formulation-là. Parce qu'on n'est pas heureux, en fait, d'annoncer ton mariage, quoi. Et moi, ça m'a brisé le cœur. Alors qu'en fait, aujourd'hui, avec le recul, je me dis, mais quelle chance! C'est-à-dire que j'ai un faire-part qui est différent de celui de mes frères et sœurs. J'ai un de mes cousins, j'ai un faire-part unique où c'était nous qui annoncions notre mariage, en fait. Donc... ça a été des discussions avec mes parents pour savoir quelle allait être la formulation, ce qui fait qu'à la fin, c'était Aurore et Marie-Clémence ont le plaisir de vous annoncer leur mariage, ainsi que leur famille. Ça, c'était un peu, on le faisait... Entre parenthèses, quoi. En tout très petit, avec en bas à droite. En italique, pour que personne ne lise, quoi. Offre expire. Donc, c'était dur parce qu'en fait, je venais gratter, tu grattes l'amitié, j'étais là en train de gratter un peu de reconnaissance et d'amour pour avoir un petit quelque chose, quoi. Et dans ma famille, les mariages, il y a 300 personnes. Les parents, ils invitent leurs connaissances, les collègues, les cousins issus de Germain, parce qu'évidemment, on est très, très nombreux. Et ben là, notre mariage, donc mes parents, ils ont tenu à une chose, et c'est bête, mais c'est symbolique. Ils m'ont dit, écoute, on a payé le mariage de tes frères et sœurs,
à une certaine hauteur, tu auras la même somme, c'est ce que tu veux, mais on participe de la même manière. Ça, Vu qu'on était 10 fois moins, il y avait même un petit bénéfice, quoi. Ouais. Notre affaire était rentable. Bien plus. Et en fait, je me suis dit, ok, maintenant, qui on invite ? Et donc, en fait, on a fait le choix d'inviter... Enfin, j'ai fait le choix, mais en accord avec Aurore, d'inviter tout le monde. C'est-à-dire que j'ai invité tous mes cousins. Il y a une seule tante que je n'ai pas invitée qui m'avait carrément insultée. Je me dis, bon, vraiment, on est passé loin. Mais sinon, j'ai fait un carton même à mes cousins où je savais qu'ils avaient été manifestés, qui faisaient même partie des veilleurs aux Invalides et qui priaient la nuit pour empêcher que le diable s'empare des Français. Donc, on en était vraiment là. Et j'ai fait un carton à tout le monde en me disant, ok, en fait, je vais leur laisser... Moi, j'ai pas envie de décider pour eux. Je vais les laisser décider. Puisqu'on on est en 2015, le mariage pour tous, ça fait quand même déjà 2 ans, ça s'est installé, je me suis dit, peut-être qu'ils ont changé d'avis. Et c'est hyper intéressant, parce qu'en fait, j'ai eu des réponses négatives très transparentes. Genre, bonjour, voilà, je suis désolée, je suis pas OK avec ça, je ne viendrai pas. Bon. J'ai eu des réponses pourries, comme le cher, voilà, monsieur et madame Bordé-Nicaise, avec écrit cher ER et cher ERE, Marie-Clémence et Aurore. Enfin, vraiment, le truc où c'est pas des gens qui font des fautes d'orthographe. Hein, donc, c'était vraiment des pics sur pics pour nous dire je suis pas dispo, j'ai piscine, quoi, en gros. OK. Et genre 6 mois avant, tu sais, oh non, on a un pique-nique prévu ce jour-là. OK, je t'envoie le carton en janvier, c'est en juin le mariage, tu te fous vraiment de ma gueule. Donc, on en était là. Et d'autres qui ont dit je viens. Et je viens, mais après en off, il me dit mais en fait j'ai peur, tu sais, j'ai jamais fait un mariage entre 2 femmes. Et chaque fois, je leur disais moi non plus, personne n'a jamais fait. Donc ce sera une première pour tout le monde, mais je pense qu'on va s'en sortir. Hein, non, mais surtout, ils s'attendaient à quoi ? Qu'on se roule au milieu de la mairie oui, avec des dauphins. T'avais pas peur qu'ils viennent avec le drapeau de la manif pour tous en mode genre tous. Je sais pas, non, ça peut être pervers. Non. Ils sont trop polis pour ça. Non, mais de toute manière, avec ma mère, elle aurait sorti les chiens et le fusil si elle avait dit ça. Elle sortait de la Merco. Non, on savait que les gens qui allaient être là il y avait un peu de curiosité pour une certaine partie de la famille, mais ils étaient là. Ouais. Et c'était un mariage, alors pour Aurore, c'était un énorme mariage. Ils sont tombés 90. Pour moi, c'est un tout petit mariage. Toi, j'ai pas de cousin, j'ai pas de cousine, j'ai pas d'oncle, j'ai pas de tante. Alors 90, c'est beaucoup. Ouais, ça va vite. Hein. On avait des potes, on avait plein de potes. Et du coup, il y a un peu de ma famille. Et c'était un moment hyper fort parce qu'en fait, dans la mairie, t'avais 2 mondes qui n'auraient jamais dû se rencontrer. En fait, t'avais la mère d'Aurore qui débarque avec une robe à strass, des chaussures plateforme. Enfin, tu sais, genre hyper. T'avais ma famille qui pleurait sincèrement parce qu'ils étaient heureux. T'avais l'autre côté, la famille de Marie-Clémence qui pleurait parce qu'ils étaient tristes. Sur les photos, tu vois ma mère en fond qui pleure. Tu sais pas si elle pleure de tristesse. Tu la vois là derrière. Ouais. Tout le monde est content, on est en train de sortir et elle est là. Ça y est, c'est un podcast, on te voit pas faire ta petite grimace. Ah ouais. Elle est triste. Elle est triste. Mou. Mais c'est un film, votre histoire. Ouais, c'est un Moi, film, il faut en hein. faire un film. Ce serait un carton. Ah, écoute, ouais. Mais les prods ont trop remanié le scénar et c'est pas. Oui, on a eu des propositions d'adaptation. Ah, c'est vrai. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est le contraste. Enfin, là, on va pas avoir beaucoup de temps de développer sur ça, mais du milieu bourgeois où c'est pas évident. Enfin, tu peux pas vraiment être out. Ouais. Et dans le milieu plus populaire, est-ce que c'est plus facile, tu penses, d'être out ? Eh bien, je pense que dans les 2 cas, il y a quelque chose qui freine. Chez les Richard, là, ça va être la religion. Et chez côté populaire, ça sera... moi, je pense que c'est plus simple quand même. Je pense que la violence... En fait, je pense que tu as l'homophobie des 2 côtés, que ça ne s'exprime pas de la même manière. Et je pense que tu vois, dans les milieux populaires, moi, dans les témoignages que j'ai pu recevoir, beaucoup, ils se font... taper la gueule par leur père, ou ils se font mettre à la porte de manière violente, etc. Chez les cathos, dans nos familles, c'est un rejet qui est beaucoup plus vicieux, qui est plus lent, qui est plus culpabilisant, plus... mais il y a du rejet des 2 côtés, quoi. Ouais. Toi, tu as eu de la chance de ne pas en avoir, parce que comme tu disais, ils auraient été gonflés de te reprocher ça ou de te faire la moindre remarque sur ta vie, alors qu'en fait, t'es la seule à avoir réussi à te ranger, finalement, un peu, et avoir une vie assez traditionnelle. Ta faute. Non. Mais voilà. Donc en fait, en gros, ce mariage, ça s'est hyper bien passé. C'était un beau mariage parce que les personnes qui étaient là avaient envie d'être là. Et pour moi, c'était compliqué parce que je renonçais à cette robe avec la traîne, à remonter l'église au bras de mon père, à tous ces codes-là. Elle a essayé des robes. Ouais, j'ai essayé. C'est drôle parce que oui, j'ai essayé plein de robes de mariée vraiment dans les codes. Dans les codes, de ce que mes cousines impératrices, quoi. Voilà, et un jour, ça m'allait pas et je pleurais devant le miroir et Aurore m'a dit, en fait, il te faut une robe courte, simple, enfin juste quelque chose qui te ressemble. Un peu rock'n'roll, un truc un peu plus sympa. Et en fait, c'est ça, ce mariage, il nous ressemblait, il me ressemblait et finalement, j'ai échappé à quelque chose d'un peu plus folklorique mes frères et sœurs connaissaient pas tous les gens à leur mariage. Moi, je connaissais tout le monde vraiment bien. J'aimais tous les gens qui étaient là. Donc, en fait, c'est une chance d'avoir vécu tout ça, quoi.
Et voilà, donc le mariage. Et puis après, on a décidé d'avoir des enfants. Avant les enfants, petite parenthèse, parce qu'on n'en a pas parlé, je pense, mais est-ce que tes grands-parents étaient au courant pour Aurore? Ouais. Il me semble avoir une anecdote comme quoi vous avez fait passer Aurore pour une serveuse à un mariage pour pas lui dire j'ai rampé à un mariage pour pas qu'elle me voie. J'étais cachée dans une voiture à un mariage aussi. Alors, ce qui s'est passé, c'est que en fait, donc quand j'ai fait mon coming out à mes parents, ma mère m'a tout de suite dit, de toute façon, c'est clair pour tout le monde. Il faut pas que bon papa, parce que bon papa et bonne maman évidemment, ne soient au courant. C'est les grands-parents, ça, bon papa, bon maman. Oh mon Dieu, J'adore. le Moyen-Âge, quoi. Mais, Mais non, c'est fou, moi aussi je crois que c'était Moi, normal. c'est la première fois, je me dis, mais tu parles de qui là? C'est qui le bon papa et la bonne maman là? Ton papa qui est bon et ta maman qui est bonne, quoi. Mais moi je pensais que c'était Et du coup, c'est pareil. de bonnes mamans. Enfin, vous serez de bonnes mamans, techniquement. Ah non, techniquement, non, je te le dis tout de suite, on sera pas. Et en fait, donc les années ont passé et pendant des années, il fallait pas du tout qu'ils sachent. Donc en fait, on s'est retrouvés à vivre des situations où par exemple, on a été invité au mariage d'une de mes cousines. Et souvent, quand il y avait des événements comme ça, du coup, Aurore n'y allait pas parce qu'il y avait mes grands-parents. Et donc là, un jour, moi, je lui ai dit, j'ai envie qu'elle soit là, quoi. Et surtout, mes grands-parents n'étaient pas invités à toute la soirée. Donc, on s'est dit, vas-y, c'est bon, on joue le jeu pendant quelques heures. Et en plus, Aurore était en costume, enfin en tailleur, noir et blanc. Et donc, on était au cocktail. Donc, il y avait ma grand-mère. Bonjour, un petit biscuit. Elle se faisait passer pour une serveuse qui passait entre les rangs comme ça. Dès qu'il y avait ma grand-mère, hop, elle prenait un plateau, n'importe lequel, et puis elle faisait des petits fours. Autre chose, c'est qu'on est sorti de l'église. Aurore, elle était quand même en voiture Elle avec. s'est dit, mais qu'est-ce qu'elle fout la gueuse là toute la soirée avec nous La serveuse, elle nous suit partout. Elle est sur les photos de famille et tout. Quoi, non, j'y suis pas allée sur les photos de famille. Non, t'as pas été. justement. Mais non. Et donc, à un moment, on sort de l'église et il fallait qu'on monte en voiture. Et en fait, ma grand-mère passe devant la voiture. Donc, on était dans la voiture, on attendait que mes parents viennent pour conduire, quoi. Et là, ma grand-mère arrive. On appuie tous sur la tête d'Aurore pour la planquer. Donc, elle était allongée dans la voiture. Ma grand-mère qui était à côté de la voiture en train de parler avec ma mère. Elle était là, vas-y, cache-toi. Il y a 500 voitures, elle s'arrête là, quoi. Elle s'arrête devant la C3. Bonne maman. Voilà, bonne maman s'arrête là. Donc, quand on était là, on a vécu des situations comme ça vraiment un peu absurdes. Et en fait, moi, je disais toujours à ma mère, tu l'annonceras quand tu voudras, parce qu'en fait, je disais, moi, j'ai pas peur. À l'époque, je me disais, je m'en fous, ils vont peut-être me tomber dessus, etc. Mais je suis sûre de moi. Mais en fait, je savais qu'elle était morte de trouille, parce que on est dans une génération, une éducation où les parents ont un pouvoir suprême. Donc, et puis en plus, dans cette famille, Parents toxiques, maman toxique. très très toxique. Donc vraiment, ma mère complètement dépendante de ce que ma grand-mère pouvait penser d'elle. Et en fait, un jour, mais on était déjà mariés, donc au moment du mariage, nous, par exemple, il n'y a pas de photo de notre mariage sur la cheminée chez mes parents. Enfin, ça n'existe. Alors que Toujours pas aujourd'hui. Toujours pas aujourd'hui. Alors, un jour, j'ai fait la remarque à Alors ma mère. qu'il faisait très beau. C'était un très beau mariage. Et ma mère m'a dit, tu m'en as pas envoyé, tu m'en as pas imprimé. Ouais, enfin bon, il y a des albums photos entiers des mariages de mes frères et sœurs, mais c'est pas grave. En fait, à un moment, on arrête de s'accrocher les détails comme ça, parce qu'en fait, sinon... On accepte là, et on avance. Tant qu'il y a de l'amour, oui. Ouais, c'est ça, on avance. Et en fait, un jour, ma mère, donc ce mariage, il faut savoir qu'il y avait ma famille, il y avait plein de gens qui étaient là, mes grands-parents n'étaient au courant de rien. Et peut-être 1 an après le mariage, ma mère m'appelle un jour et me dit, écoute, ça y est, je leur ai dit. Moi, je lui dis waouh, et j'étais trop contente pour elle. Je fais c'est trop bien et tout, bravo maman. Enfin voilà, je sais ça s'est passé comment. Elle me fait écoute, non, ça a été finalement. Bon, ils m'ont dit que tu restais leur petite fille. Bon, ils sont pas très contents, mais ça va. Je fais ok, trop bien. Et moi, mes grands-parents, vraiment, je les adorais, enfants. Et j'étais un peu leur petite fille préférée parce que j'étais vraiment l'enfant parfaite. Ma grand-mère me donnait des cours de repassage. Bon, moi, c'était mon kiff. Mais elle me faisait faire du repassage, du ménage. C'était vraiment. Et j'avais l'impression de jamais la décevoir et d'être parfaite à ses yeux. Et je voulais être comme eux plus tard. Et en fait, du coup, moi, je me dis trop bien, je vais enfin pouvoir revoir mes grands-parents, alors que je me cachais un peu depuis quelques années. J'allais moins aux réunions de famille, tout ça. Moi, je faisais de la moto et je buvais des 8-6 devant Intermarché, quoi. C'était vraiment pas la même enfance du tout. L'opposé. Même, je pouvais faire la manche pour m'acheter une 8-6. Et en fait, du coup, je me dis, ok, trop bien, je les appelle tout de suite. Et donc, moi, tout feu, tout flamme, je prends mon téléphone, j'appelle mes grands-parents. Et là, en fait, ça a été affreux. C'est-à-dire que ma mère m'avait pas du tout expliqué vraiment comment ça allait se passer. Et mes grands-parents me sont tombés dessus en me disant, mais t'es pas fini. Est-ce que t'en as parlé à un prêtre? T'es pas fini. Ouais, t'es pas fini. T'es pas fini, ça veut dire quoi, ça? T'es pas fini. Mon cerveau est pas fini. Quand on te dit t'es fini au pipi ou Ouais, tu vois quand. Vraiment, ton cerveau est pas terminé. T'as un problème psychiatrique, quoi. Ah, ouais. Donc t'es pas fini, c'est contre nature, c'est très grave, etc. Tu restes notre petite fille parce que en gros on n'a pas le choix, mais cette femme n'existe pas, on ne veut même pas avoir aucune information sur elle, elle n'existe pas, elle n'existera jamais. Moi ça a été hyper rude et c'est la première fois, c'est la seule fois en fait vraiment je me revois dans la rue, me retenir, essayer de pas pleurer parce que je me dis si je pleure je suis foutue. Et en fait, je raccroche et dans ma tête, je me dis, et s'ils avaient raison? Parce qu'en fait, c'est vraiment la petite fille qui se retrouve face à un tribunal de
la bonne pensée. Il y a le bien et le mal chez les cathos, en fait. Et c'est comme si, je me disais, ça se trouve, je suis dans une secte, et en fait, ils sont en train de me secouer, en train de me dire, sors de là, et peut-être qu'ils ont raison. Et ça a duré vraiment 2 minutes où vraiment j'étais dans la rue, et je pleurais, et je me suis dit après, ok, prenons les choses de manière très concrète. Est-ce que aujourd'hui, tu peux vivre sans Aurore ? Non, je peux pas vivre sans elle. Donc en fait, non, je vais continuer. Et aujourd'hui ? Non. Non, des fois je teste comme ça. Au cas où. Si attends pas, bim, allez hop. Et voilà. Et donc là, ça a marqué une vraie rupture complète avec eux. Ils sont tombés sur mes parents, enfin sur ma mère. Ils ont été affreux. Enfin vraiment, elle a pris ce qu'elle redoutait. Elle l'a pris pendant très longtemps. Et en fait, un jour, mon grand-père est décédé de vieillesse. Et donc il y avait les obsèques. Et à ce moment-là, donc je raconterai après pour la PMA, mais à ce moment-là, j'étais enceinte. J'étais enceinte de 4 mois. Et ma sœur, le hasard fait que ma sœur était enceinte aussi. Et en fait, le jour des obsèques de mon grand-père, il fallait surtout pas que ma grand-mère sache que j'étais enceinte. Et évidemment, j'allais quand même aller à ces obsèques. Je les voyais plus depuis très longtemps. Voilà. Et le jour de l'enterrement, en fait, je me retrouve à porter une robe ample, plus un manteau par-dessus pour pas qu'on voit mon ventre, pour pas que ma grand-mère voie mon ventre. Et ma sœur à côté, qui elle était enceinte à peu près comme moi, elle avait un petit ventre. Tout le monde avait la main dessus en disant mais c'est génial, félicitations, attends, je sens le bébé bouger, etc. Et en fait, ce jour-là, ça a été, je me suis dit ok, stop. En fait, je peux plus, je vais pas continuer éternellement de me cacher. Et surtout là, j'ai un enfant dans le ventre qui a rien demandé. Je vais pas lui demander de se cacher alors qu'elle est même pas née. Ça m'a rendu dingue. Vraiment, ça m'a rendu. Je crois que c'est l'événement qui m'a rendu, qui m'a mise le plus en colère, quoi. Et en fait, c'est fou à quel point dans ces familles-là, tu sais, alors que tout je pense à ma fille, tu vois, qui était dans le ventre et qui devait déjà se cacher. Attends, parce que juste ils ignoraient consciemment le fait que tu étais enceinte, alors que c'était clairement enceinte. Ouais. Non, pas consciemment. C'est-à-dire qu'ils ne savaient pas. Il fallait suivre. Mais vous l'avez caché, quoi. Et, ouais, toi, du coup, Aurore, tu disais que ça te rendait dingue de penser qu'il fallait se cacher et que ton bébé devait déjà se cacher. Mon bébé devait se cacher, ouais. Tu vois, avant même qu'il naisse. Il avait... t'étais enceinte de 4 mois, peut-être. Ouais. Ça me rendait triste pour ma fille, ouais. Alors évidemment, elle n'avait pas conscience de ça. Enfin, encore, on ne sait pas. Mais en fait, là, je me disais, alors que s'attaquer à Marie-Clémence ou moi, ok, tu vois, on peut se défendre. Mais là, quand ça a commencé à toucher les enfants... Oui, mais elle c'était inconscient. Ma grand-mère ne savait pas que j'étais enceinte. Oui, mais enceinte. c'était inconscient. Elle ne savait pas, mais c'était de sa faute quand même. Oui, voilà, tout ça, en fait, toute cette mise en scène, en fait, tout le monde était d'accord. Mais heureusement, peut-être qu'elle t'aurait mis des coups d'aiguille à tricoter, on ne sait pas. Donc, tu vois, finalement, on valait mieux qu'elle soit au courant. Elle te pousse, on ne sait pas. Oh là là, ce ravin là, de 18 mètres, bah dis donc. Qu'est-ce qu'il fait là? Oh là là. Donc vous avez un enfant ensemble, vous décidez d'avoir un enfant. Est-ce que la PMA était déjà passée en France? Non, en fait, en 2017, alors Aurore n'avait pas envie d'avoir d'enfant. Moi, j'en avais très Toujours envie. pas. Oh. Non, je déconne, mes filles, je vous aime. Toujours pas, je changerai ma place pour rien au monde. Non, donc Aurore, pour elle, c'était pas un désir viscéral depuis toujours. Moi, c'était un vrai désir, devenir mère. Et donc, j'ai réussi à la convaincre de me suivre sur ce projet. Me menacer? Non. Et en 2017, on s'est lancé dans un parcours de PMA en Espagne, puisqu'à l'époque, donc, on venait de s'installer dans le sud-ouest de la France, à Dax, et la PMA était interdite en France. Donc, on s'est tourné vers le pays le plus proche. On s'est dit, bah tiens, allons en Espagne. Non, bah après, j'ai eu du mal à me lancer parce que ma famille, ce que j'avais vécu moi, après, ma famille, ma mère, elle attendait que ça, qu'on ait des petits, c'est pas ça, c'est pas ce que je veux dire, mais j'avais peur de pas réussir à élever des enfants, voilà, de pas leur transmettre les bonnes choses. Psychologiquement, j'étais pas au top non plus, donc j'avais peur de trop leur transmettre du stress, tu vois, et c'est pour ça que j'avais du mal à passer le. Et accessoirement, c'était illégal en France. Non, ça je m'en fous. Alors oui, mais en plus ça t'aide pas. T'as compris que dans la famille c'est pas un sujet la légalité. Non, vraiment. Non, c'est vrai, c'est pas quelque chose qui m'a. Pour moi, ça me freinait pas du tout. Je savais qu'on pouvait aller en Belgique, en Espagne. Oui, mais je veux dire, ça conforte pas dans l'idée, tu vois. En plus, en plus, tu vois. Oui, et puis dans notre entourage, personne n'était passé par la PMA. Enfin, on n'avait pas de potes, nos potes lesbiennes, gays, etc. Ils n'avaient pas d'enfants, quoi. Pour moi, ça c'est l'administratif. Moi, ça m'intéresse pas du tout, quoi. Parce que le plus important, c'est l'équilibre de mes filles. Voilà. Qu'elles soient bien, tu vois, qu'elles aient des bonnes bases, là, quoi, qu'elles soient bien ancrées pour affronter tout ce qui va arriver. Et voilà, c'est tout ce qui m'importe. Et donc, ça commence par le bien-être des parents pour pouvoir transmettre... Oui, tu veux les sentir bien dans ta tête avant de pouvoir être parent. Et donc, on s'est lancé dans le parcours de PMA. On a fait un premier essai qui a été un échec. Deuxième essai, ça a marché. Et donc, je suis tombée enceinte. Il a fallu l'annoncer aux parents.
Encore, ça ne va jamais s'arrêter cette affaire. Donc on leur a annoncé le jour de Noël, en même temps que ma sœur. Le hasard, encore une fois, ma sœur était enceinte, voilà. Mes parents ont vécu ce qu'on appelle un ascenseur émotionnel, c'est-à-dire que ma sœur a d'abord annoncé au pied du sapin qu'elle attendait un bébé. Ma mère a pleuré de joie, mon père a pleuré de joie, etc. Et moi, je suis arrivée derrière, j'ai fait « J'espère que vous allez le prendre aussi comme un cadeau ». J'étais terrifiée, je tremblais, je pleurais. Je m'y attendais pas, j'étais en train d'ouvrir mes paquets, moi. Elle balance ça et j'ai vu dans le regard des gens qu'il se passait un truc, je me suis retournée. J'étais ah, ça y est, elle l'a balancé. Ça y est, c'est fait. Et j'ai vu la tête de ta mère, je fais ah ouais. Et non, ma mère, elle s'est doublement mise à pleurer. Et elle m'a dit, ils m'ont prise dans les bras. Mon père, il m'a dit, tu sais, on se doutait qu'un jour, il m'a dit, on se doutait que tu voudrais toujours avoir un petit. Il m'a dit ça comme ça. Et ma mère m'a dit, tu sais, pour moi, c'est compliqué. Et je me souviens pas exactement de la phrase, je me souviens juste de la fin de la phrase. Elle m'a dit, mais moi, je suis pour la vie. Donc en fait, c'était un peu genre, c'est chaud ce que tu me fais là. C'était qu'est-ce que je vais me prendre par ma propre mère, aussi. mais c'est cool quand même. Mais c'est chouette d'accueillir un enfant. Bon, après, ma mère a fait un malaise, tout ça. Donc je pense que vraiment, c'est trop d'émotions. Trop de choses. Non, mais juste après Ouais. Du sucre, elle du était sucre. pas bien et tout. Elle était dans la cuisine, elle était assise, tout le monde allait la voir, elle arrivait plus. Bah, c'était trop quoi pour elle. Enfin, je pense que. Ils n'avaient pas prévu ça dans leur vie. Quoi. Bizarrement, c'est un peu touchant aussi parce que Oui. tu vois, tu te dis, tu comprends que c'est difficile pour elle et en même temps, elle essaye de faire de son mieux. Je lui en voulais pas. Et- qu'il Mais c'est franchement, progressif, tu elle vois. est là avec ses armes et ce qu'on lui a donné et elle est super. Ouais. Elle Ouais. est vraiment super parce que elle part de loin. Hein. Ses parents, c'était pas non plus. Ouais, ça aurait pu être bien pire que ça. En fait, c'est des gens, tes parents, c'est des gentils. C'est vraiment des gentils. C'est des. Ils galèrent quoi. Des fois. Ouais. Un peu en- galère, parce que Ouais, en c'est fait- loin de tout ce qu'ils ont appris, de tout ce qu'on leur a expliqué, de tout ce qu'on leur a permis d'envisager aussi. Quoi, tu vois. Et dans ce moment-là, par exemple, ta fratrie, on n'en parle pas beaucoup, mais tes frères Oui. et sœurs, comment par rapport à ça Eux, ils sont hyper contents pour nous. Ok, ok. Ils s'entendent très très bien avec Aurore et vraiment ils sont ravis. Donc ça n'a pas du tout été un Ok, sujet. trop bien. Juste on était tous trop contents. Double grossesse dans la famille en même temps. Enfin vraiment la fête quoi. Et après j'ai eu la chance. J'ai eu une belle grossesse. Tout s'est très bien passé. Et donc j'ai donné naissance à notre première fille Charlie en juillet 2018. Voilà et ça a été un moment hyper fort et même pour Aurore parce que c'est ce que toi tu dis quand tu l'as tenue dans les bras pour la première fois, personne n'aurait pu te dire que c'était pas ta fille quoi, alors qu'il n'y a pas de lien de sang. Ah bah oui, si on avait voulu me la prendre, je partais loin, hein, avec la Alors- caravane et. Et toi qui voulais pas d'enfant, ça t'a fait quoi? Bah écoute, t'as des enfants? Non. Non, bah si un jour t'en as, c'est difficile à expliquer en fait, mais si un jour t'en as, c'est tant qu'elle était dans le ventre, bon, elle était pas là, tu vois, elle était dans le ventre. Et là, elle est sortie et je me suis dit, ok, c'est ma fille, c'est ma vie, je ferai tout pour elle, quoi. Et Vraiment, ce qui est drôle, c'est que Aurore, qui s'est jamais projetée sur le sujet de la maternité, qui n'en voulait pas spécialement, il me disait toujours, mais attends, je vois pas comment est-ce que je pourrais aimer un être que je connais pas encore. Et moi, qui a été formatée pour être comme ça, et qui depuis toute petite disait, j'aurai des enfants, j'ai hâte d'être enceinte, etc. Le jour de la naissance de Charlie, ça a été un moment très perturbant pour moi, et j'ai mis beaucoup plus de temps à ressentir ce qu'elle a ressenti. Elle, ça a été instantané parce qu'elle n'avait pas d'attente en fait sur le sujet, donc elle a juste pris l'amour et pris le côté animal, c'est mon enfant. Et moi, alors que j'étais prête, je me souviens vraiment du moment où on rentre dans la chambre à la maternité et que Charlie est à côté dans le berceau et me dire mais c'est quoi ça? Mais qu'est-ce que j'ai fait? Attends, en fait, est-ce que j'étais prête? Voilà, et vraiment à paniquer, j'ai mis plusieurs semaines, mois, avant de vraiment ressentir cet amour très très fort pour son enfant. Donc c'est fou, hein, en fait, des fois il y a des gens qui m'écrivent en me disant mais je pense que je suis pas prête, mais j'ai peur que. En fait, Et pour le deuxième? Et pour la deuxième, pour moi, ça a été beaucoup plus évident. Moi, je voulais y Du coup, retourner tout de suite. Elle m'a dit, tu te calmes, c'est pas ton corps. Attends, je viens de passer sous un camion là. Faut que je m'en remette. On voulait pas et d'un coup, elle en voulait plein quoi. Et donc, Non, j'en voulais deux rapprochés Ouais. pour être tranquille. Ok, ouais, Qui jouent ensemble, tu vois, pour gagner un petit. Qui s'occupent l'une de l'autre, quoi. Voilà, Exactement, c'est ça. Et donc, on a eu une deuxième petite fille qui s'appelle Billy, qui est née en juillet 2021. Et voilà, et donc on a deux filles et on a découvert ce que c'était que d'être une famille homoparentale, parce que ça aussi, on nous avait pas briefé sur le sujet au départ. Et puis dans nos potes, on était les seuls à avoir des enfants. C'est autre chose aussi. On se rend compte des sujets de filiation en France, hein, parce que Charlie, elle est née en 2018, donc il n'y avait pas encore la PMA pour toutes. Du coup, on a dû passer par une adoption plénière. Donc en fait, pendant 1 an, Aurore n'avait aucun droit sur sa fille. C'est-à-dire que j'aurais pu mourir. Charlie aurait été confiée à ses grands-parents, n'importe qui, mais pas à Aurore. Elle n'aurait pas eu le droit de l'emmener aux urgences à l'hôpital. Elle n'aurait pas eu le droit... en cas de séparation, j'aurais pu prendre ma fille sous le bras et partir à l'autre bout du monde et elle n'aurait pu... Chez tes grands-parents, du coup. Oui, Oui, voilà. donc voilà. Et puis, je serais rentrée à la maison. Pense à ma mère et à ses chiens. Oui, mais voilà, j'avais trop peur de ma belle-mère.
Et donc ça a été réglé après par une adoption plénière. Et pour Billy, elle est née en juillet 2021, donc au moment du passage de la loi. Donc c'était un peu dans le flou juridique à ce moment-là, mais on a pu régler le problème en 3-4 mois. Donc ça a été beaucoup plus rapide. Donc nos 2 filles ont sur leurs actes de naissance 2 mères, Aurore et Marie-Clémence. Et comment vous êtes sentis par rapport au débat par rapport à la PMA? Parce que du coup, on a l'impression, ou je sais pas, mais c'est comme l'impression de faire un enfant de façon illégale. Comment vous êtes sentis par rapport au débat sur la PMA? Alors moi j'étais à fond sur ce sujet-là. Après j'ai trouvé ça de nouveau très violent parce qu'on le voit de toute façon quand il y a des passages de loi comme ça, c'est aussi des périodes où il y a des relents de propos homophobes de manière très très libre sur les plateaux télé, dans les médias. C'est vraiment, puis on invite que des personnes qui sont absolument pas concernées par le sujet évidemment. Donc ça m'a rappelé quand même de mauvais souvenirs. Je pense que ça m'a rappelé la manif pour tous, tout ça. Parce que là, moi, je sais aujourd'hui que dans ma famille, il y en a plein qui sont OK maintenant avec le mariage, mais la PMA, c'est encore autre chose. Là, non, ça leur plaît pas du tout. Donc ça a été compliqué. Après, je sais que souvent, on nous disait à l'époque, pourquoi est-ce que vous attendiez pas que ça passe en France pour le faire en France? Moi, je me disais, en fait, les gars, je vais pas passer ma vie à attendre que les Français, que l'État français passe le cap. Moi, j'avance, quoi. Donc, et je suis très contente de pas avoir attendu. Et en plus, finalement, on s'est dit, on veut les mêmes traitements pour nos 2 filles. Elles ont la même histoire, elles viennent de la même clinique, elles n'ont pas le même donneur, mais au moins elles ont une histoire commune et ça nous convient très bien comme ça. On a voulu le même donneur, mais ça n'a pas fonctionné. Oui, il n'y avait plus assez de stock après. Et c'est donneur anonyme? Oui, 100% anonyme en Espagne. Et en fait, c'est drôle parce que souvent on me dit mais pourquoi est-ce que vous n'avez pas pris semi-anonyme ou non anonyme? En fait, quand on s'est lancé dans le parcours de PMA, moi j'y connaissais rien, il n'y avait aucune info sur le sujet, je ne savais même pas que ça pouvait être autrement en fait. Donc juste, je me suis pas posé la question. Aujourd'hui, avec le recul, toi peut-être que tu passerais par un non anonyme, je crois. Moi, à refaire, je préférais qu'il soit non anonyme. Ouais. Alors que moi, c'est pas un sujet... Pour pouvoir en parler ou si jamais l'enfant demande. Ouais. Je pense que c'est important. Je pense que c'est important. C'était le point noir, tu vois, de toute cette histoire-là, de cette démarche. Mais effectivement, comme disait Marie-Clémence, on n'avait pas toutes les infos, donc on a fait avec ce qu'on avait. Mais moi, c'était ce qui me gênait. Bon, ça me gêne pas. Là, les filles ont 2 ans et 4 ans, mais si plus tard, elles me demandent des comptes, j'aurais aimé pouvoir leur donner. Alors que là, même si j'ai toujours dit oui, on fera le nécessaire, on fera tout pour retrouver le donneur, s'il est anonyme, ça va être compliqué, quoi. Alors, il y en a plein qui disent de passer par un test génétique ou des choses comme ça, mais je pourrais comprendre que plus tard, elles aient besoin de voir le géniteur. Ouais, alors que moi, c'est pas du tout un sujet. Enfin, je me dis, dans tous les cas, il y aura une crise identitaire à l'adolescence, comme dans toutes les familles. On va galérer, on fera ce qu'on peut. Oui, mais bon, si on pouvait retirer 2-3 points, on verra. Moi, je dis souvent que c'est en me mettant en couple avec mon mec que j'ai réalisé qu'il y avait beaucoup d'homophobie en France. Est-ce que vous ressentez cette homophobie, cette lesbophobie, cette LGBT-phobie en général avant d'avoir des enfants et maintenant peut-être surtout après? Est-ce que vous avez eu des remarques par rapport à tout ça? Alors moi, pas du tout. Non, très peu. À chaque fois, on sort... on a 2 anecdotes. 2 anecdotes, oui, c'est ça. C'était une fois dans un bus, dans la nuit, en sortant du RER au Rincy, où un gars qui n'avait pas l'air très stable s'est mis devant nous et nous a demandé si on était Gwyn. Et donc là, pour sauver notre peau, on a dit qu'on était cousines. Mais ça, c'était avant Charlie et Billy. Ouais. Okay. Oui, c'était bien avant Charlie et Billy. Sinon, même avant, moi, je vivais à Dax. Donc, à partir de mes 18 ans, là où j'ai commencé à réaliser donc, que j'aimais les femmes, jamais. Okay. Jamais. À Paris, jamais. Des fois, il y a des regards un peu insistants, mais c'est plus une différence de culture. On vivait dans le 18e et c'était plus un peu curiosité, mais jamais d'insultes. Non, et maintenant qu'on a... Je pense que c'est plus facile pour les femmes que pour les hommes. Ah ouais? Ok. Ah, je pense, ouais. Je pense que les hommes se prennent plus facilement des petites insultes, genre saleté, des trucs comme ça. C'est pas la même oppression, quoi. Nous, c'est plus du fantasme et de la sexualisation, et eux, c'est peut-être plus du rejet, du dégoût et de la violence. Ouais, c'est ça. Mais parce que je pense qu'ils vont loin, ils vont dans l'acte sexuel et l'acte entre 2 hommes et l'acte entre 2 femmes, c'est pas du tout la même chose. Et donc, du coup,
Ouais, je pense que c'est plus dur pour les hommes, vraiment. Quoi. Ok. Moi, en tout cas, je ne peux pas me plaindre de ça, jamais. Et vous vous baladez avec vos deux enfants main dans la main et il n'y a pas, Ouais. y a pas de souci par rapport au... Ça, on est, c'est notre manière d'être depuis toujours. Déjà à Paris, on était visible, et là à Dax, dans notre vie quotidienne, on l'est complètement. Pour moi, c'est hyper important parce qu'en fait, je n'envisage même pas de me cacher. Et je sais qu'il y a des familles qui le font, qui se cachent, et je comprends complètement que ce soit compliqué. Et moi, je me dis, ce qu'elles vont percevoir de leur mère, le comportement de leur mère en public, va définir leur manière d'assumer leur famille après. Si elles voient que nous, ça nous pose un problème, qu'on est mal à l'aise et tout, elles vont se dire qu'il y a un problème. Parce qu'en fait, nous, en tant qu'adultes, vous le savez, on fait un coming out quasiment tous les jours. Voilà. Quand tu as des enfants, tu le fais 2 fois plus. Et les enfants font le coming out de leurs parents tous les jours aussi. Parce que Charlie, en maternelle, c'est quasiment tous les jours des ah bah ton père il est mort, ou mais pourquoi t'as 2 mamans, mais c'est pas possible. C'est rarement méchant en fait, hein, mais juste les enfants ils posent des questions. Et dans les formulaires administratifs, il y a écrit père-mère, donc tout de suite on va lui dire c'est quoi le nom de ton père, ou qu'est-ce qu'il fait ton père comme travail. Non, j'ai 2 mamans. Ah bon. Enfin voilà. Donc en fait ça peut être un peu usant. Donc moi je me dis que nous, en fait on reçoit pas d'insultes, on n'a pas de mots, de propos déplacés, insultants, etc. Par contre, c'est une sorte d'homophobie ordinaire. C'est plus une présomption d'hétérosexualité permanente. C'est-à-dire que par défaut, les gens veulent absolument leur mettre un père dans les pattes. C'est ah bah t'as de beaux yeux bleus, c'est les yeux de papa ou de maman. Tu sais, on est là toutes les deux à côté, mais putain, vous voyez un peu plus loin. Oui, mais à contrario, il y a des gens où c'est complètement. Il y a des proches qui vont nous dire ah ben Aurore, Charlie elle a ta couleur de cheveux, ou oui, qui oublient qu'il n'y a pas de lien génétique. et après je suis là ouais bah pur hasard quoi, enfin et après je suis là mais tu te rends compte que je l'ai pas porté, c'est pas mais ah oui c'est vrai. Mais non, très sincèrement Oui. Et vous allez les éduquer dans la religion ou pas du tout? Alors on a fait le choix de les faire baptiser pour alors moi je suis plus croyante aujourd'hui. Ça a mis du temps, c'est compliqué encore pour moi de le dire parce que j'ai l'impression de faire quelque chose de mal de dire ça, mais je suis plus croyante en tout cas. Ça va être de ma faute. je ne crois plus en la religion catholique, voilà. Mais tu es quand même catholique parce que... Non, en fait je crois en l'au-delà, je crois que ça ne s'arrête pas à la mort, etc. Okay. Mais après Jésus, Marie qui tombe enceinte comme ça, enfin. Okay. Tout ça, bon. T'as tes croyances à toi, mais pas par l'Église, quoi. Non, ouais, oui, t'en prends un peu ce que tu veux finalement, ou les valeurs qui te vont. Okay. Et puis, exactement. En fait, je crois juste plus en l'Église. Oui, mais même ce que raconte l'Église, en fait, tu vois. Non, la résurrection, etc., j'y crois plus, quoi. Mais en fait, on a fait le choix de les baptiser pour plusieurs raisons. Si tu t'y attendais pas non plus. Deuxième scoop, quoi. Je suis plus catho et je suis lesbienne. Oh là là, ça va. Il y en a un que je préfère à l'autre, mais je dirais pas lequel. Et en fait, je me suis dit, on va le faire parce que je sentais que c'était quelque chose d'important pour ma famille et que j'avais envie de pouvoir les rassurer, de leur montrer qu'on peut rentrer dans le moule. Enfin voilà, ça peut très bien se passer. J'avais envie de mettre un petit peu un coup de pied dans la fourmilière en faisant baptiser des enfants qui avaient 2 mamans. Donc on a contacté un prêtre, ça s'est très bien passé. Et puis à la fin, comme un mariage, tu signes un registre et il y a écrit il y a une case père, une case mère. Pouvoir rayer la mention père et de signer mère en dessous. Je me dis, c'est un tout petit truc, c'est symbolique. Il y a pas, elles, ça change rien à leur vie. C'est leur transmettre un peu de mon histoire aussi et des traditions de ma famille qui sont quand même importantes. Quand on va chez mes parents, par exemple, les petites, elles adorent aller à l'église avec mes parents. Bah oui, elles aiment bien ça, c'est un moment sympa. Non, mais elles ont un petit divertissement. Non, mais elles savent. Charlie, elle dit oui, c'est vrai, Papidou, nous, il croit en Dieu, il croit en ça. Voilà, et chaque fois, je dis à mes parents, allez-y, transmettez ce que vous voulez, ça fait partie. Enfin, c'est des jolies choses qui se transmettent. En tout cas, on n'ira pas contre. Non, voilà. C'est une liberté finalement. Non, mais parce que moi, c'est ce que moi, j'adorerais croire en Dieu. Ok. Vraiment. Enfin, oui, du coup, ça te soulage vachement pour ta vie, quoi. Tu te dis, je fais tout ça, mais derrière, y a peut-être un truc un petit peu fun, quoi. Tu vois, ou pas, si vraiment t'es pas sympa, comme certaines personnes. Mais j'y arrive pas. J'y arrive pas. Okay. Pourtant, catéchisme, baptisé, communion, tout ça. Non. Et puis, alors, de moins en moins, là, quand je vais à l'église et que j'écoute des prêtres, les homélies. Les homélies des prêtres. Les homélies. Ah, mais je connaissais même pas ce mot. C'est le petit discours qu'ils font, c'est eux qui l'écrivent. C'est-à-dire que c'est un petit speech qu'ils font à chaque messe, en rebond souvent de la lecture de textes qui ont plusieurs milliers d'années. Et là, c'est eux, c'est leurs paroles à eux, quoi. Okay. Et du coup, je me dis, mais il y a vraiment tous ces gens-là qui croient. Et donc, plus j'y vais, moins j'y crois, en fait. Voilà. Après, on en parle aux filles. Elles savent que ça fait partie de leur histoire.
on transmet et on leur dit, voilà, il y en a qui croient, il y en a qui croient pas. Vous verrez quoi. Mais vous avez pas peur qu'on leur dise des choses négatives par rapport à l'homosexualité et tout ça À l'église non, parce qu'en fait elles fréquentent, elles vont dans les églises aujourd'hui, il se dit plus rien sur l'homosexualité. Il y a pas de discours sur ces sujets-là où c'est vraiment très très métaphorique, donc on va rien comprendre. Et mes parents ou les gens qu'on fréquente, on sait que ce sont des personnes safe, elles vont jamais avoir des propos comme ça, quoi. Et donc de façon un peu plus personnelle dans votre couple, est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce que vous aimez le plus l'une chez l'autre ? Tu veux commencer ou tu veux réfléchir ? Alors moi, il me faut à peu près 2-3 heures de réflexion. Alors attends, du coup je vais commencer. Parce que je vais te dire 2 à 3 secondes. Non, parce qu'Aurore, c'est pas que tu t'as pas les mots, c'est que tu mets du temps à choisir les mots. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est pour ça que je fais pas de podcast en général. Vous perdez de la bande. Moi, ce que j'aime chez Aurore, je pense que le plus, c'est sa liberté. Parce qu'elle est tellement libre qu'elle m'a rendue libre. Sa franchise, parce que c'est un cadeau aussi pour moi d'avoir rencontré quelqu'un d'aussi franc. Et puis sa manière d'aimer, parce qu'elle sait, tu sais aimer, tu sais mettre en avant les gens. Alors ça, c'est mon point fort. Ah, ça, tu le savais, tu me l'as toujours dit. Si tu m'aimes, je saurais t'aimer. Oui. Il y aurait une vieille chanson de... T'as plus de temps pour réfléchir maintenant. Ah oui, pardon. Tu trouves ce que t'aimes chez moi. En fait, c'est un bon équilibre. C'est comme elle disait, moi, c'est la liberté. Marie-Clémence me rassure, me canalise, me cadre. Ouais. Et c'est sa douceur aussi, beaucoup. C'est son envie de rendre le monde, notre monde un peu meilleur avec ce qu'elle peut faire, quoi. Enfin, avec des coupes. Et puis, c'est la manière dont elle m'aime aussi. Enfin, je savais, c'est bizarre, parce que j'ai été avec... j'ai plus ou moins, on va dire 3 relations avant, que des nanas hétéros. Et je savais, je ne sais pas pourquoi, que si Marie-Clémence arrivait à se détacher de tout ça, si elle venait vers moi, ça serait pour toujours. C'est ce que tu avais dit. Tu as dit, si tu m'embrasses là, tu vas m'embrasser toute ta vie. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble déjà ? Ça fait 15 ans. Ah ouais. Ça fait 15 ans, alors je ne sais pas 9 ans de mariage. Ça sera pour toujours, mais en tout cas, je l'espère. Ah ouais, moi je trouve. Et vous voyez où dans 10 ans ? À Dax, avec nos filles qui seront au collège. Moi, je ne sais pas ce que je ferai comme boulot, parce que ce n'est pas ma priorité. Elle a eu 25 métiers différents, ça ce sera aussi l'objet de notre podcast. Marie-Clémence sera toujours une bonne représentante de nos familles et de nos droits, je pense. Peut-être qu'elle sera un peu dans la politique. Oh là. Et moi, je ferai de la méditation, du yoga, j'irai skier. On va être tranquille. Et on fera des voyages, on mangera bien. On picolera juste ce qu'il faut et on essaiera d'être heureuse. C'est quoi votre souvenir préféré ensemble ? Ça peut être 2 souvenirs différents. Moi, quand je pense premier souvenir à 2, c'est le soir à Paris, la nuit, quand on marchait toutes les deux, qu'on regardait la Tour Eiffel briller. En fait, c'est la seule personne qui arrivait à me dire à minuit, viens, on ressort. Et en fait, c'est des moments qui, pour moi, étaient hyper forts parce que j'étais au-delà de toutes les limites que j'avais. C'est bête, hein, alors que franchement, je pense que la majorité des jeunes à 20 ans sont dehors à minuit. Mais moi, non. Oui, j'avais rien d'extraordinaire. Hein. Non. Juste, je faisais comme tout le monde. Tu vivais, quoi. Pour moi, c'était fou. Ouais, je vivais, ouais. Et d'être là toutes les deux à fumer une clope, assises par terre, en train de regarder la Tour Eiffel briller, pour moi, c'était autre chose. C'était très nouveau pour moi. Donc, c'est un très, très bon souvenir. Ça vous arrive de repasser par la Tour Eiffel ? Ouais, on est là toutes les deux, on fait... Elle vivait rue de Bourgogne. C'est les Invalides. Hein. Okay. En fait, il y avait vraiment... tu vois, elle était rue de Bourgogne. Moi, j'étais à Montfermeil, dans le 93. Okay. Donc déjà, les opposés. Quand je suis arrivée devant sa maison en Bourgogne, justement, j'ai cru que j'allais faire demi-tour parce que je me suis dit, je ne serais jamais à la hauteur. Enfin, t'avais peur ? Ouais, de l'écart social, quoi, vraiment. Enfin, moi, j'ai vu... Mes parents ont quasiment un château. Enfin, c'est un truc très, très gros. Je suis arrivée, je me elle habite dans quel appartement, là-dedans ? Et en fait, c'était toute la maison. Il n'y a pas d'appartement, c'est toute la maison.
Et moi, j'ai eu du mal à l'amener dans la petite maison où j'ai grandi, de mes grands-parents. Avec la caravane dans le jardin. La caravane dans le jardin, ça faisait une 4e chambre. Attends. La master bedroom. Il y avait même, et t'as pas connu, on a mis des tentes aussi des fois. Hein. C'était envolé avec la tempête. Et petite maison de 80 mètres carrés en banlieue de Dax. Alors déjà que Dax, ça fait pas rêver, mais alors, en périphérie. Et l'écart, mais bon, finalement, c'est aussi notre richesse, quoi. Tu vois, on est passé au-dessus de tout ça. Et, c'est quoi ton bon souvenir? Mon premier souvenir avec toi, c'est quand on n'était pas encore ensemble. Donc ton meilleur souvenir avec moi, c'est quand on n'était pas ensemble. Là, c'était très bon, tu vois, c'était fluide et tout, il n'y avait pas de difficulté. Non, mais je me vois, en fait, dans ma chambre, en bas, à Montfermeil, chez ma mère, à écouter une musique. Alors, j'ai retrouvé le nom il n'y a pas longtemps, c'était... le chanteur, c'était Stanislas, le truc des sentiments, la débâcle des sentiments. J'écoutais ça avec mon Walkman. Et je pensais à toi. Je pleurais pas, mais j'étais je l'aime, je l'aime. Et j'écoutais cette chanson en boucle. On travaillait ensemble, hein, donc voilà. Ça entre 2 bains pour être bien propre et tout, derrière les oreilles et tout, avant d'arriver. Voilà. Non, mais j'en ai 1000, des bons. Enfin, on en a 1000, ça fait 15 ans qu'on est ensemble, donc des bons, il y en a... Et pour vous, c'est quoi la clé pour une relation qui dure? Comment est-ce que vous maintenez la flamme? L'alcool, les sorties. C'est bateau, mais de dire la communication, c'est vrai. Je pense que on n'est pas du tout, pas agressif, mais je veux dire, toutes les deux, on se fâche très 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 rarement. En fait, en 15 ans, je pense que des engueulades où vraiment on se crie dessus, c'est peut-être arrivé, peut-être une fois, quoi, et encore. On sent, parfois on n'est vraiment pas d'accord, c'est difficile, mais toutes les deux on ne supporte pas. Et on fait les yeux comme ça. On porte les yeux, on est fâchés. Hein. On est fâchés. Hein. Mais en fait on aime trop l'autre pour se faire de la peine, pour se blesser. Donc ça je pense que c'est un truc important, c'est de réussir à se dire les choses très vite. Mais déjà on est 2 femmes aussi, donc peut-être qu'on peut comprendre. On se comprend peut-être un peu mieux un que petit si peu, c'était un homme et une femme. Ouais. Enfin, tu vois, il y a des choses que tu comprends mieux en étant une femme qu'un homme. Oui, complètement. Et après, c'est de s'offrir aussi quand on est mère de 2 enfants, t'as moins de moments de qualité et on essaie de s'offrir des moments de qualité à 2, du temps que toutes les 2. Pour nous, c'est hyper important. Non, mais il y a aussi que tu temporises. Oui. Tu temporises vachement. Enfin, toi, t'es très douce, t'es très, même si tu deviens un peu plus dure en vieillissant, mais t'es quand même très douce. Enfin, tu veux que les choses s'arrangent. T'es ronde, t'es pas agressive. C'est tout l'opposé de moi. Tu vois, au début. Moi, je suis soupolée, ça part, je m'énerve, je tape partout. Et la première fois, Marie-Clémence... Chez moi, il n'y a pas ça, donc on n'a pas eu la même enfance, quoi. Mais, et du coup, tu sais faire redescendre un peu la pression. Et après, de manière générale, on va vraiment dans la même direction. Toi, on voit les choses... Et pour votre vie de couple, vous diriez comment est-ce que vous accordez du temps ensemble? Oui, en fait, on essaie de les programmer, parce qu'avant, on n'avait pas besoin de les programmer. Maintenant, quand tu as 2 enfants, tu es obligé de le programmer. Donc, c'est se dire, OK, en fait, là, on va se faire un resto, on va partir en vacances que toutes les 2. Là, on est à Paris, on est que toutes les 2 et c'est trop bien. C'est des moments où on n'est pas des mères. Et puis aussi, ça peut être même en journée, tu vois, quand les enfants sont pas là, juste tous les midis, on mange toutes les 2. Et on est ensemble. Des fois, on regarde la télé, on se fait un plateau repas, mais juste, c'est des moments où on retrouve un peu notre vie d'avant que à 2. Et ça, c'est hyper important. Après, moi, je veux pas vendre du rêve non plus, parce qu'il y a plein de gens qui, des fois, m'écrivent en me disant « Mais comment tu fais pour que cette relation dure, etc. » En fait, il y a un truc qu'on ne contrôle pas, c'est l'amour. C'est-à-dire qu'on s'aime. Oui, on a de la chance. On a de la chance de s'aimer. Et ça, c'est un truc qu'on aura beau mettre en place, à mon sens, tous les outils qu'on veut. À un moment, si demain, Aurore, elle rencontre quelqu'un d'autre dont elle tombe amoureuse... J'ai pas envie, hein. Non, mais moi non plus, j'ai pas envie. Non, mais c'est ça, c'est-à-dire qu'on n'a pas envie ni l'une ni l'autre de rencontrer quelqu'un, mais tu ne contrôles pas. Moi, il y a 15 ans, je n'ai pas envie. Je pense qu'on contrôle pas, mais on peut des fois laisser la porte ouverte et décider d'y aller. Je suis d'accord. Rencontrer des gens qui nous plaisent, ça arrive, ça peut arriver, tu vois, ça arrive, ça peut arriver, ça peut arriver, quoi. Mais juste décider de pas s'engouffrer là-dedans et de protéger ton couple. Ça relève du choix, en fait. C'est ce qu'on fait aussi mais après, quotidien. Après, on s'aime. Donc ça, c'est quelque chose qui s'entretient. On s'aime encore parce qu'on l'entretient aussi. Oui. C'est un mix des deux, quoi. Mais moi, je veux pas que les gens se disent « Ah bah attends, tu sais, il faut cocher toutes les cases. » On s'aime, mais des fois, on s'aime moins. Des fois, on s'aime plus. C'est pas linéaire. Quand ça, tu m'aimes moins. Est-ce que vous pensez, vous croyez dans la notion des âmes sœurs et si oui, est-ce que vous vous voyez comme des âmes sœurs ou pas vraiment?
Moi, c'est pas un truc qui est important pour moi, l'âme sœur. Je sais juste qu'effectivement, Aurore, c'est ma meilleure amie. Enfin, je trouve ça bizarre quand les gens disaient ça, mais c'est vrai, en fait. C'est la personne qui me connaît le mieux et c'est la seule à qui j'ai envie de tout raconter. Je raconte des trucs à mes copines aussi, mes copains, mais c'est la seule personne que j'écoute, en fait. Je sais que son jugement est toujours le bon. C'est ton Dieu, finalement. Ouais, exactement. J'ai changé ma religion, c'est Aurore. C'est présent, ta grand-mère. Peut-être une secte. Hein. Elle est trop smart, Aurore, en fait, depuis le début. T'étais pas stagiaire pour rien, c'est elle qui t'a choisi, en fait. Non, mais moi, je sais que c'est la personne qui me correspond le plus. Voilà. Ouais, ça match. Sur tout, elle m'énerve presque pas. Je sais que je t'énerve. Des fois, elle m'énerve. Je le sais quand je Elle dit presque pas. Ouais, pas. Mais bon, c'est normal. Elle est maladroite, ça m'énerve. Si vous avez envie de vous dire quelque chose l'une à l'autre, qu'est-ce que vous diriez? J'ai mangé tout un paquet de Haribo hier dans le train alors que je suis au régime. Ouh. C'est ça que tu veux m'avouer là. Bah non, je t'aime et je suis. Tu me regardes dans les yeux quand tu dis ça. C'est vraiment le truc des psys là, genre si elle regarde en bas à gauche, elle ment. Je regarde en bas à gauche. Mais t'as carrément fait je t'aime. Sois pas pudique, écoute. Je t'aime. Non et merci parce que elle m'a donné une c'est pas une deuxième chance, mais en fait l'opportunité de changer toute ma vie. Souvent on me dit oh mais c'est dur. Enfin ça peut être est-ce qu'il faut faire le coming out, est-ce qu'il faut vivre tout ça, etc. Et je leur dis mais en fait personne ne regrette jamais d'avoir fait un coming out, personne ne regrette jamais d'avoir vécu pour l'amour, d'avoir vécu pour la liberté, même si c'était pas facile, ça n'a pas toujours été facile. Je regrette pas du tout tout ça quoi. Et donc merci d'être venu me voir il y a 15 ans. De rien. T'as rien à me dire toi? Bah moi je dirais que t'es ma chance. Oh mon amour. Attends, je vais le dire. Tu es ma chance. Et je chanterai pas parce que je chante très mal, mais j'aurais pu improviser quand même quelque chose. Oh, Ah, c'était une chanson? Ah ouais. Elle était prête à composer un truc, je crois. Moi, j'ai pensé à Tuer mon autre de. Oui, moi aussi. Morane. Ouais. Non, c'était pas du tout ça. Ça va partir en chorale là. Pop rock Morane. Chorale gospel. Et donc, on arrive à la toute dernière question de ce podcast. La question. La question. C'était la question. La pregunta. Allez. Du coup, pour terminer, c'est quoi l'amour pour vous? C'est quoi votre définition de l'amour? Bah, ça revient un peu à ce qu'on a dit là. Ça serait reprendre tout ce qu'on a dit ces 5 dernières minutes. La question à l'école. Elle est con cette question. Non, c'est avoir envie que la personne soit heureuse coûte que coûte. C'est-à-dire que moi, c'est ma priorité tous les jours, c'est de faire passer l'autre. C'est pas forcément de faire passer l'autre avant. C'est juste, moi, je veux faire en sorte qu'Aurore soit heureuse tout le temps. Je veux qu'elle soit bien, je veux qu'elle soit. Et moi aussi, je fais en sorte d'être heureuse. Voilà. Et tu fais aussi en sorte d'être heureuse pour toi. Oui. Bah oui, c'est important. Non, pour moi, c'est ça. C'est une blague, ça. C'est ça. C'était. Voilà. Et c'est quoi la définition du coup du sentiment amoureux, de ce que vous ressentez? Bah, c'est le bonheur. Enfin voilà, je suis heureuse. C'est juste quand elle est pas là, il faut qu'elle soit là. Ouais, et quand elle est pas là, tu penses qu'à ça et tu te sens comblée et complète. Ouais. Oui, c'est ça. Moi, je me sens complète quand je suis avec elle. Ouais, quand on est toutes les deux. Quand je vis quelque chose, je veux le partager avec elle. Moi, c'est pareil. Tu montes un super coucher de soleil ou je sais pas quoi pour être un peu dans les clichés. Si je suis pas avec Marie-Clémence, ça m'intéresse pas. Voyager, si je suis pas avec elle pour faire t'as vu Enfin, si elle est pas à côté de moi, c'est. Et pour y rater blagues aussi. Voilà. Ah ouais, ça. Mais si, elle rit encore, ouais. On espère que vous avez aimé cet épisode. On vous rappelle que cette histoire ainsi que celle de 14 autres couples queer figurent dans notre livre Love Stories que vous pouvez retrouver dans toutes les librairies. Et n'oubliez pas de nous mettre 5 étoiles sur Spotify si vous avez kiffé cet épisode. En attendant, on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle Love Story. Bisous.